Le pitch qu'en fait Allociné est quand même vraiment très très fumeux. Je pense qu'ils n'ont pas compris non plus. J'aurais pu écrire ce... Mais t'as le même problème quand il y a Daniel Auteuil qui imite l'accent marseillais quand il fait du... Alors ça, Dieu merci, je ne l'ai pas vu. La filiation entre le cinéma d'horreur et lui, elle s'est fait aussi parce que je pense que c'était un peu le camp des nuls, quoi, des recadrés. L'intériorité de chacun contient une myriade de vies possibles. Le séminaire de développement personnel que t'es en train de préparer. Mais nous sommes le podcast qui monte malgré le silence des médias. Ils essayent de nous bâillonner. Où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Cette semaine, nous conclurons l'émission avec une carte blanche de Valentin sur le nucléaire au cinéma. Juste avant ça, nous débattrons de Mountainhead, premier long métrage de Jesse Armstrong, le créateur de Succession, et encore avant ça, de la nouvelle comédie de Fabienne Gaudet, Le Répondeur, avec Salif Cissé et Denis Podalides. Enfin, le premier débat portera sur Indomptable de Thomas N'Gijol, qu'on vous mentionnait déjà dans nos pastilles canoises. Vous l'aurez remarqué, j'ai choisi de vous présenter le programme à rebours en clin d'œil à la narration antichronologique de Life of Chuck, adaptation par Mike Flanagan d'une nouvelle de Stephen King. Avec plus d'une centaine d'adaptations à son actif, celui qu'on surnomme le maître de l'horreur est l'auteur vivant le plus porté à l'écran. Aussi se demandera-t-on dans notre focus du jour pourquoi son univers fascine autant. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Hello à tout le monde, cette semaine je suis avec Yuri, avec Félix, avec Valentin, avec Manon et avec Laurent. Je vais peut-être commencer l'émission par dire que mercredi 18 juin à 19h30, on sera en direct du cinéma L'Entrepôt. C'est l'appel du 18 juin. Putain, j'allais faire la vanne. Tu m'as devancé. Et Venez, il fera chaud a priori dehors, mais à l'intérieur il y aura la clim. Et vous pourrez voir des images de Los Angeles. C'est deux trucs cool, a priori. C'est deux trucs plutôt pas mal, surtout Los Angeles qui d'habitude est aussi sous une étouffante chaleur. On fera un focus autour de Tom Cruise et on diffusera ensuite le film Collatéral de Michael Mann. Donc voilà, on a très envie de vous voir sur place. Je précise parce qu'on a reçu des messages qui nous demandent comment faire, qu'on peut réserver sa place directement sur le site de L'Entrepôt, mais aussi sur Allociné, tout basiquement. Et que si vous avez une carte UGC limitée ou autre carte illimitée, et bien il suffit de venir sur place 10-15 minutes avant, vous pourrez retirer votre place à ce moment-là. Voilà, Yuri, on va peut-être lancer un petit courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, me plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et cette semaine, il y a deux messages auxquels on a envie de répondre. Un message qu'on a reçu sur YouTube de la part de Dédé, calmez-vous, je ne donne pas son pseudo en entier, qui nous dit « Salut pour Cloud, vous êtes sûr que le titre est bien traduit du japonais à l'anglais? Car j'ai vu le film et je n'ai toujours pas compris pourquoi il s'appelle Cloud et j'ai toujours pas compris ce que j'ai vu. C'est très maladroit, non. » Alors on nous non plus. Voilà, nous non plus. Effectivement, on a été un peu décontenancés par Cloud, on en a parlé la semaine dernière. Laurent, tu voulais revenir sur cette traduction? Moi, j'ai pas vu le film. En tant que Laurent Moreru. C'est justement pas une traduction en tant que weeb attitré de cette émission. En fait, non, le titre japonais, c'est en fait la transcription en alphabet phonétique japonais, en alphabet syllabique, pardon, japonais, du terme cloud anglais. Et donc, ça se prononce, je crois, un truc genre kuraudu. Et cloud dans le sens l'iCloud, donc cloud, les choses qui sont en ligne. Comme le cloud. En fait, c'est juste que c'est le terme anglais qui est transcrit en japonais que nous on traduit en cloud, mais en fait on reprend juste le terme anglais. Donc c'est même plus une traduction. Donc non, c'est le vrai terme. C'est le même mot, quoi, littéralement. Je pense que l'explication du titre, c'est vraiment juste comme ça se passe sur Internet. En tout cas, il y a une partie de l'intrigue. Je pense que c'est le truc le plus compréhensible du film, c'est son titre pour le coup. Parce qu'il est très Comment il s'appelait le personnage? Vous savez plus qui c'était? Je sais plus. On sait plus. FDP Sano. Sano, voilà, c'est FDP Sano. C'était lui que je cherchais. On sait toujours pas qui c'est. Si vous avez la réponse, dites-nous. Et enfin, Laurent, je reste avec toi puisqu'on a reçu un message de Milo sur Instagram qui nous dit que parce qu'on a fait un focus autour des adaptations de jeux vidéo et on a parlé de la dernière saison de The Last of Us. Tu disais que la dernière saison de The Last of Us était quand même assez proche du jeu vidéo. Et Milo nous dit, pas du tout, il y a plein de choses qui ne sont pas dans le jeu. Alors, vous n'étiez pas d'accord, Laurent et Yuri, expliquez-vous. C'est vrai. Oui, moi je soutenais qu'il y avait des choix d'adaptation et de modification d'ordre de scène notamment qui étaient
différente du jeu et qui me paraissait moins efficace que ce que j'avais vu dans l'original. Mais en fait, au-delà de l'ordre des scènes, j'en ai discuté avec des gens qui ont fait le jeu il y a pas longtemps, ce qui n'est pas mon cas, moi ça date, et donc j'ai un peu oublié. Ça reste quand même une adaptation relativement fidèle, on reste assez proche globalement de tout ça, mais il y a des choix en effet qui sont faits dans la série d'être qui sont un peu moins hardcore, qui sont un peu moins durs que ce que tu fais dans le jeu, où c'est un peu plus vénère, où tu as des caractérisations de personnages un peu plus subtiles. Il y a en effet des choix qui pourront un peu énerver des gens qui ont fait le jeu et qui trouvent que c'est dommage d'avoir fait ces changements, qu'ils n'étaient pas forcément nécessaires. Je pense que ça se discute parce que quand on fait une adaptation pour une série télé basée sur un jeu vidéo, on va forcément aller sur des trucs qui vont peut-être être un peu moins violents et un petit peu plus grand public, pour un public peut-être un petit peu plus âgé aussi, enfin sur des choses qui vont être un peu différentes. Et donc je comprends un peu. C'est le volet qui se ligue contre nous ? Non, c'est la clim. Ah, c'est la clim. Et donc je comprends un peu pourquoi il y a des gens à qui ça a posé des problèmes. Moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré d'en faire des caisses. Ça reste quand même pour moi une bonne adaptation. Ça change pas le fond de ma critique, mais ça reste. Mais c'est vrai que il y a des petites différences qui pourront un peu gêner les die-hard fans du jeu. Tout de suite, le box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi ? Yuri, est-ce qu'il y a enfin du mouvement à la tête de ce box-office ? Non, au revoir. Non, c'est donc toujours Lilo et Stitch en tête de gondole qui fait 888 000 entrées. C'était un très très beau score. Avec une variation donc, de moins 34% avec un cumul de 3,5 millions. Je crois que c'est le film qui a fait le plus d'entrées cette année à ce jour. Wow. Il est suivi de très très loin par Mission Impossible qui est caracole toujours, mais qui a un honnête deuxième puisqu'il fait 400 000 entrées pour sa troisième semaine d'exploitation. Les gens sont quand même toujours un peu intéressés par les aventures de Ethan Hunt et de Tom Cruise. Je rappelle qu'on fait un focus sur Tom Cruise le 18 juin à l'entrepôt, donc venez, on parlera aussi de Mission Impossible. Et en troisième place, notre film préféré, Ballerina, qui fait donc 202 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est en vrai pas foufou pour un film, on va dire, de franchise comme ça qui devrait espérer taper le million, qui le tapera probablement pas. Toutes les nouveautés sont un peu des échecs, puisque Cloud fait seulement 16 000 entrées, Freud n'est pas, je pense il est assez peu distribué, mais il fait seulement 55 000 entrées, alors qu'il y a Anthony Hopkins au casting. Le Répondeur est la seule grosse nouveauté française à s'en sortir avec les honneurs, puisqu'il fait 126 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation, et c'est plutôt encourageant. D'ailleurs, on vous en parle tout à l'heure. Très bien. Félix, je me tourne vers toi. La semaine dernière, on annonçait la fin du cercle. Donc maintenant, on a des news critiques toutes les semaines. Là, on va parler des cahiers du cinéma. Mais c'est vrai qu'on parle de toutes les autres revues, finalement, ou tous les autres médias critiques. Alors qu'eux, ils parlent jamais de nous. Voilà, et c'est vrai, ça. D'ailleurs, on est les seuls à avoir fait un focus critique. Mais nous sommes le podcast qui monte malgré le silence des médias. C'est vraiment le mec. Ils essayent de nous bâillonner. Mais d'ailleurs, je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir fait un focus critique. Non, on n'est pas du tout les seuls en plus. Ah, bah je dis n'importe quoi. Mais on a fait le meilleur focus critique. Ça, je peux le dire. Bah, j'étais pas là, donc oui, j'imagine. En tout cas, les cahiers du cinéma numérisent enfin toute leur collection de numéros. On a appris ça assez récemment. Et ça faisait longtemps que les fans le réclamaient, parce que c'est vrai que ça rend enfin accessible tous les numéros du coup depuis les premières années des cahiers du cinéma, qui était longtemps introuvable. La ministre de la Culture, Rachida Dati, salue une revue d'une très grande qualité et un projet qui s'inscrit... Elle l'a jamais lu. Si c'est Rachida Dati qui le dit, alors... Et un projet qui s'inscrit parfaitement dans sa volonté de rendre la culture accessible à tous. Donc vraiment, entre le DVM Show et Jean-Luc Godard, qu'est-ce qu'elle est cool, Rachida Dati. Julie Le Type j'espère ne pas écorcher son nom, directrice générale des cahiers, a dit célébrer un événement majeur dans l'histoire du cinéma. Non, mais en vrai, c'est fou que ce soit pas numérisé encore ce truc. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est hallucinant que le numéro des années 60 soit pas dispo, par exemple. Enfin, c'est fou, quoi. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Et du coup, ils ont collaboré d'ailleurs, je crois, avec Google Art and Culture pour cette numérisation. C'est un institut qui est, notamment, ils ont une antenne à Paris qui s'occupe de numériser notamment des œuvres d'art et d'en faire en fait des reproductions de très 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 haute fidélité numérique. Ok. Voilà.
pour nourrir l'IA. Et donc effectivement, c'est bien, je pense, de moderniser cette revue qu'on a grandement besoin, et on voit qu'ils commencent à faire des petites critiques sur Instagram, ce genre de choses. Et en même temps, je trouve que ça fait que renforcer. Twitter, surtout. Et de quoi ? Et surtout sur Twitter. Et sur Twitter. Mais en même temps, je trouve que ça fait que renforcer le seul fonds de commerce des cahiers quand même depuis pas mal d'années, c'est l'écrasant héritage qui paralyse un peu la revue, je trouve, et que du coup, voilà, de ressortir encore tous ces textes auxquels ils n'arrêtent pas de se référer, c'est très bien évidemment d'un point de vue historien. Pour eux, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Mais c'est peut-être aussi pour l'avenir, c'est-à-dire que se dire que une revue telle que les cahiers ne se lira peut-être dans 10 ans plus du tout en format papier, idem pour Positif ou d'autres revues de ce type-là. C'est-à-dire que c'est un peu aussi, je pense. Certes, je pense que c'est un peu le coup de communication d'en faire. Regardez, vous pourrez enfin lire les articles de Jean-Luc Godard ou de François Truffaut ou de Chabrol et compagnie, mais ils font surtout aussi ça, je pense, pour la suite, parce que à mon avis, ça c'est vraiment le produit d'appel. Ça fait que Rachida Dati fait un petit communiqué, c'est sympa, mais c'est pas du tout le but, je pense. Faudra quand même demander quand Alban, notre archiviste en chef, sera là, parce que normalement tout ce travail de conservation, il est fait par la BNF, qui a commencé à mettre en ligne pas mal de quotidiens, pas mal de presse sur un site qui s'appelle Retro News, qui est assez cool parce que vous avez vraiment accès à énormément de trucs de presse, même très anciens. Ils l'ont peut-être pas fait pour les cahiers parce que c'est peut-être du magazine spécialisé qui ne sont pas encore là, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'à terme la BNF se mettrait pas à numériser ce genre de contenu, parce qu'ils les ont normalement. Donc. Et d'ailleurs, qui nous a partagé cet article ? C'est Dr Alban. C'est Dr Alban lui-même. Qu'on salue, il n'est pas là aujourd'hui. Le premier film dont on débat ce soir, c'est Indomptable de Thomas N'Gijol. On en avait déjà parlé à Cannes, puisque tu l'avais vu, Laurent, à l'occasion il était à la quinzaine des réalisateurs. Il vient de sortir en salle, donc on en reparle. Appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumné. C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas ? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. Son surnom, c'est Blacky. Donc on est à Yaoundé au Cameroun, et le commissaire Bilong enquête sur le meurtre d'un officier de police. Dans la rue comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l'ordre, Laurent. Oui, c'est un peu ça. Et en fait, c'est marrant parce que le pitch est assez malin, parce qu'il arrive à montrer un peu le cœur du film, qui se base en gros sur un documentaire qui parle justement d'un officier de police à Abidjan, du coup, et pas à Yaoundé. Non, à Yaoundé, au Cameroun. Non. Je crois que le documentaire s'appelle à Abidjan. Oui, le documentaire. Mais là, le film était à Yaoundé. D'accord. C'est pour ça. En fait, le cœur du film, c'est précisément de montrer la réalité sociale du Cameroun, et à quel point c'est le bordel, et quand on essaye de faire fonctionner la police dans des cadres aussi compliqués, à quel point ça pose des problèmes auxquels nous on n'a pas conscience chez nous, et je trouve que de ce point de vue là le film est vraiment très fort parce qu'il arrive à bien montrer cette réalité là. Il fait aussi tout un travail de chronique sociale, familiale, que je trouve un petit peu plus faible, mais quand même assez intéressant, parce que le personnage de Thomas N'Gijol est assez... parce qu'il joue le rôle principal, du film qu'il réalise. Le personnage de Thomas N'Gijol est quand même plus fin en fait qu'il n'a l'air au début, et donc ça amène quand même une espèce de dimension autour de ce type-là, et de comment est-ce qu'il gère les problèmes avec sa famille, et comment lui se voit au sein de cette famille, etc. Ce que je trouve assez bien fait, assez réussi. Les deux seuls petits défauts, le premier étant pas à mon avis complètement un défaut, parce que c'est un choix du film, de ne pas se focaliser sur l'enquête policière qu'on va suivre, qui passe vraiment au second voire même au troisième plan, où il y a des moments où elle est à peine traitée, et où en fait tout ce truc là est qui aurait pu rendre le film peut-être un peu moins lent, un peu plus dynamique, et un peu plus j'allais dire facile à regarder, mais c'est pas un film difficile à regarder, donc ce serait un peu extrême de dire ça, mais en tout cas un peu plus accrocheur, mais qui du coup ne serait peut-être pas passé à la quinzaine. Ce serait intéressant d'avoir ce débat-là. Mais, tu me diras, à la quinzaine, il y avait un gros film de requin. Oui, c'est jamais. Quoi, qui était vachement bien. Hein. Mais je veux dire, il y a ce truc-là qui, moi, j'aurais préféré voir, parce que c'est quelque chose qui me plaît, en fait, justement réussir à raconter cette réalité sociale dans une enquête policière un peu plus tenue. J'aurais trouvé ça un peu plus intéressant. Mais là, il fait un pari qui me fait un peu penser, moi, à La Nuit du 12 de Dominique Moll, où justement, en fait, l'histoire policière, on s'en cogne un peu et qu'on n'est pas vraiment là pour raconter ça. Donc bon, c'est pour moi, je dirais, un petit défaut, mais le fait est que le film choisit de faire autrement, et il le fait en conscience, donc il n'y a pas de problème de fabrication autour de ça. L'autre truc qui, moi, m'a un peu dérangé au début, mais si je trouve qu'on s'y fait, c'est que
Thomas N'Gijol, moi je l'ai déjà vu jouer ou je l'ai déjà vu dans des Comédie. dans des sketchs, etc. Et je l'entends jouer son accent. Il le fait très bien. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Lui-même, d'ailleurs, est d'origine camerounaise. Et donc, en fait, il n'y a pas de discussion sur est-ce qu'il sait le faire ou pas. Mais en fait, c'est un petit peu bizarre, je trouve. Il y a un truc un peu d'Uncanny Valley où tu vois, genre, c'est de Thomas N'Gijol, il n'est pas censé parler comme ça. Ça fait un peu bizarre. Et donc, du coup, il y a un côté où, au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans à cause de ça, où ça faisait presque un peu caricatural. Mais t'as le même problème quand, je sais pas, il y a Daniel Auteuil qui imite l'accent marseillais quand il fait du... Alors, ça, Dieu merci, je ne l'ai pas vu. Mais... La fille du pisatier, là. Mais je veux bien... C'est vrai que c'est horrible. C'est assez hardcore. Je veux bien croire que c'est problématique. Là, honnêtement, je trouve que quand même... Je veux pas lui casser du sucre sur le dos en disant qu'il est nul et qu'il le fait mal, tu vois. De toute façon, en plus, la réalité, c'est que j'ai jamais foutu un doigt de pied à Yaoundé, donc j'en sais rien, mais... Il y a un truc, en fait, comme on le connaît, comme c'est un mec qui est connu et qui a un truc, il y a un petit temps d'adaptation. Tu vois la performance, quoi. Je vois la performance. Après, il joue super bien. Je trouve que c'est une prise de risque, en fait, assez grosse pour lui de faire ce film. Parce que c'est pas du tout une comédie, enfin, très peu. Et que c'est un film qui est malin, qui est intéressant, qui est plutôt bien fait, sur un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc je trouve que c'est assez solidement. Et on parlait de performance de Thomas N'Gijol. Toi, Félix, t'étais heureux de le découvrir dans un autre registre que la comédie. Ouais, grave. Et enfin, ça confirme quand même qu'à chaque fois que tu prends un acteur comique et que je vais pas faire de généralité, mais que tu le mets dans un rôle qui est du coup beaucoup plus sérieux et dramatique. Michael Youn, bien sûr. Ça marche bien. En vrai, alors j'ai pas vu le film, mais le premier film de Bruno Merle qui s'appelle Héros, visiblement il est dedans et il paraît qu'il joue super bien. Moi, ça m'étonnerait pas du tout que Michael Youn soit un super acteur. Je pense en effet que Michael Youn est un peu un et bon tu acteur. pensais à José Garcia, enfin il y en a plein. En fait, il y en a plein et je trouve que Thomas N'Gijol complètement. Alors effectivement, je vois ce que tu veux dire, que t'as un peu un temps d'adaptation, mais en même temps, je trouve que ça crée directement un personnage. Et puis il y a tellement une étude du langage justement et de ce langage qui est particulier, qui est une espèce de mélange de plein de langues locales, du français, de l'anglais. Et du coup, je trouve je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai truc hyper intéressant. Après, moi, j'ai pas vu le documentaire et je sais que en lisant un peu sur le film, il y a pas mal de gens qui critiquent un peu en disant que le documentaire en fait montre des choses de manière beaucoup plus intéressante et percutante que le film, qui du coup quelque part justement atténue un peu le tout en mettant du mélo ou du drame ou du machin. Et du coup effectivement je trouve que quitte à s'inspirer d'un documentaire pour faire un film de fiction, limite autant y aller à fond dans le côté intrigue policière et dans le côté justement chronique quelque part sociale de sa famille. Et donc moi je te rejoins là-dessus, il me manque un tout petit peu de tension sur l'enquête policière. Je vois pourquoi il veut pas non plus complètement en mettre, parce qu'il veut aussi montrer les dérèglements. Bien sûr, il veut montrer les dérèglements de la police, le fait que c'est très compliqué d'enquêter, donc tu peux pas faire un espèce de truc hyper sérieux, en tout cas tendu à la Fincher ou je ne sais autre, avec ce genre de conditions. Mais quand même, je trouve qu'effectivement, en termes juste de pure dramaturgie et d'écriture, il y a des moments où ça passe trop au second plan et donc du coup, t'es un peu en mode bon là, je suis avec un personnage qui erre et c'est hyper intéressant ce qu'on montre. Moi, je trouve que son rapport à la famille est hyper cool. Comment, parce qu'ils ont pas de moyens, en fait, les flics, ils emploient de la violence et comment cette violence, du coup, cannibalise complètement le personnage de N'Gijol et qui lui-même, du coup, va répliquer cette violence dans son cercle familial. Tout ça, je trouve ça super intéressant. Mais voilà, effectivement, moi, il me manque une intrigue peut-être un tout petit peu plus tenue pour trouver que c'est vraiment un film qui te tient en haleine tout du long, quoi. Après, il y a aussi quand même des scènes qui sont super fortes sur cet aspect d'enquête et sur la collision entre cette réalité sociale du merdier que c'est et l'idée de faire des enquêtes qui fonctionnent quand même bien. Il y a des vrais trucs qui marchent. Mais c'est pour ça. Ça reste vraiment plutôt un bon film. C'est d'autant plus frustrant. C'est que tu vois par moments, il y a certaines chaînes qui sont vraiment assez extraordinaires, avec notamment un travail de la lumière et des ombres, des clairs-obscurs. Je pense que ça a été tourné sur place aussi, la location. Ah ouais, bien sûr. Tout est vraiment super solide, quoi. Hyper chouette. Et il y a même des moments, pour le coup, quasiment documentaires, où on filme à l'intérieur d'une voiture et il se balade dans la ville. Donc je présume que c'est pour le coup des moments quasiment volés. Donc il y a vraiment des trucs qui sont super intéressants. Juste voilà, je trouve que c'est ça qui atténue un tout petit peu le film et qui fait que moi personnellement, je me suis poliment ennuyé par moments. Après, je trouve vraiment les acteurs qui sont formidables, toute sa famille, ses enfants, sa femme, c'est extraordinaire. Tous les gangsters en fait, en plus, ils sont pareils. C'est un peu comme Little Jaffna. Je trouve que c'est des physiques, c'est des gueules qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et c'est dingue. Enfin, je trouve que moi je crois complètement à tous ces personnages et ça montre quand même quelque chose aussi de la difficulté de faire pas régner l'ordre, mais en tout cas d'enquêter et d'essayer justement de créer en tout cas un ordre au sein de cette ville qui est assez percutant, quoi. Donc non, c'est quand même un film que je recommande. Juste voilà, il manque 2-3 trucs pour que ce soit vraiment bien. Toi aussi, je le recommande, Laurent. Oui, complètement. Et ben, on vous recommande Indomptable de Thomas N'Gijol au cinéma en ce moment. On va parler d'un film qui est sorti hier, Life of Chuck de Mike Flanagan. When
When you look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. Vous ne comprenez rien à la bande-annonce, c'est normal. Et on va parler du film en essayant de pas spoiler, parce que c'est un film qu'il faut pas spoiler. Alors, pour le coup, le pitch qu'en fait Allociné est quand même vraiment très très fumeux, puisqu'on nous dit la vie extraordinaire d'un homme ordinaire racontée en 3 chapitres. Merci Chuck. On peut peut-être Je pense qu'ils n'ont pas compris non plus. J'aurais pu écrire Tu aurais pu écrire ce pitch. On va peut-être en dire un petit peu plus en tant qu'effectivement c'est 3 chapitres, que c'est un film qui est raconté par ordre anti-chronologique. Anté-chronologique, merci. Sinon ça veut dire qu'il n'y a pas de chronologie ou qu'il compte la chronologie. Enfin, ça n'a pas de sens. Oui, anté-chronologique, tu as raison, merci. Désolé d'être casse-couille. Ça se dit comment en japonais? Nique ta mère. Donc on commence par la fin, et d'ailleurs ça commence par l'acte 3, ça se termine par l'acte 1. Et qu'est-ce qu'on peut pas en dire tellement plus. Non, on peut dire que c'est une collection d'histoires qui raconte globalement la vie d'un homme de manière directe ou indirecte. Oui, voilà. Bravo. Juste. Y a pas. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre tous nos. Non, mais c'est en fait c'est difficile. Un peu conceptuel. C'est difficile de dire plus que ça. C'est-à-dire qu'en effet, le film commence quand même par 30 minutes d'une histoire qui n'a rien à voir avec, on va dire, la choucroute, et où vient un peu s'installer un mystère. C'est une fable existentielle. C'est une fable existentielle, donc forcément, tout est un peu teinté de symbolisme, on va dire, de résonance, et dans cette idée que l'intériorité de chacun contient en fait une myriade de vies possibles. Voilà, c'est un peu toujours l'espèce de même projet. Le séminaire de développement personnel que tu es en train de préparer. Et ouais. Bon, voilà quoi. C'est une adaptation donc d'une nouvelle de Stephen King. Yuri, puisque tu as la parole, peut-être, est-ce que toi, en quelques mots, Life of Chuck, ça t'a plu? Moi, oui, plutôt. Mais moi, de toute façon, je suis assez client de ce que fait Mike Flanagan en général. C'est assez rare qu'il me déçoive. C'est le créateur des séries Haunting of Hill House et la deuxième, c'était et Bly Manor, et il a la chute de la maison en chair. La chute de la maison en chair, qui était la 3e, et surtout Ouija 2. Voilà. Et c'est le Dr. Sleep qui est quand même un excellent film. Non. Non, c'est une... Ah oui, d'accord. Non, voilà, Dr. Sleep, c'était un peu un pas de côté. Non, mais déjà adapté du coup de Stephen King, puisqu'il s'agissait de la suite de Shining. Voilà, un petit focus qui se prépare sur le sujet. C'est un film qui est très curieux, moi, qui m'a un peu décontenancé, mais dans le bon sens du terme. En fait, c'est un film que je trouve très doux, assez humble, pas du tout tape à l'œil, pas du tout prouveur. Et je trouve qu'il arrive de manière assez, je trouve, admirable à atteindre les buts qu'il se fixe lui-même. Et du coup, je trouve que c'est, en ce sens, un film assez satisfaisant, en tout cas pour moi. J'ai été assez impressionné, parce que je trouve que la maestria du film passe par beaucoup de détails. Je trouve que le montage du film est assez brillant. Il y a une vraie, je trouve, réflexion sur le cadre, sur la manière dont il va aussi utiliser la voix off et t'en faire manger beaucoup pour ensuite complètement l'enlever et ne laisser plus parler que son image et justement ses personnages dans leur environnement et dans leur cadre. Mention spéciale à Mark Hamill, qui joue un grand-père complètement scandaleux, à moitié alcoolique, et que moi j'ai trouvé juste extraordinaire dans ce rôle, parce qu'il est à la fois monstrueux, à la fois vulnérable, tout en étant... il y a un travail, je pense, qui est fait sur ses yeux, parce qu'il a des yeux très fantomatiques, et du coup je trouve qu'il y a quelque chose comme ça qui, de l'ordre du fantastique, qui se noue notamment autour de ce personnage et de sa capacité ou non à voir l'avenir. Et voilà, moi j'étais plutôt pris par le film. Bizarrement, en fait, je trouve que le film a complètement marché sur moi, et voilà. Il y a des scènes de danse qui t'ont plu aussi. Évidemment, bien sûr, des gens qui dansent, c'est super bien fait. Voilà, merci, au revoir. Parce qu'on l'a vu avec Manon aussi. Manon, nous, on est rentrés dans la salle un peu moins conquise, parce qu'on pensait qu'on allait voir un gros mélo et qu'on est toutes les deux un peu allergiques au sucre. Je disais qu'on était presque diabétiques des mélos. Et petit souci, toi, en sortant du film, t'étais pas sûre d'avoir compris? Oui. Mais aussi parce qu'on a fait un truc que moi je déteste, c'est-à-dire qu'on en a débriefé la seconde où on a mis un pied hors de la salle, et moi je déteste ça, parce que il faut que ça infuse un peu chez moi, et d'autant plus sur ce film
où je pensais vraiment aller voir un film de science-fiction, fin du monde, comme nous l'annonce un peu le premier acte, qui est vraiment cool parce qu'il est très... Il y a un truc très étrange et tout que j'ai bien aimé. Et ensuite, c'est plus vraiment ça. Et du coup, je pense que j'ai eu un peu de mal à reprendre le train du truc très métaphysique du film. Mais... c'était mieux que ce que je pensais, parce que j'avoue que j'y allais un peu à reculons. Je trouve que les acteurs sont très bons, notamment le casting enfant, enfin celui du deuxième acte. Troisième acte. Non, celui du deuxième acte. Deuxième acte. C'est ça qui a pas Troisième compris, acte, en fait. il est ado. Celui du milieu. Il y a trois pardon, le deuxième acte, c'est la scène de danse avec la batterie. on parle de ça. Ah oui. Ah Bah non, ah non, excusez-moi. Non, toi tu parles le deuxième acte, c'est la danse acte. et le premier alors, acte. troisième acte, Voilà, pardon. c'est moi qui ai le mieux compris. En fait, Mais pas dormi Jacob pendant Tremblay, un celui truc. qui le joue plus Voilà. petit, vraiment petit. Il est vraiment bon, il danse extrêmement bien. Les scènes de danse sont effectivement très séduisantes. Voilà, pour moi, il pousse un peu trop fort sur les curseurs mélo et ça me rebute Moi, un presque peu. pas assez fort, hein, parce qu'il y a des moments où vraiment t'as envie que ça y aille plus franco sur l'émotion. Mais... Ah, oui, du coup, moi, ça fait que j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, mais pour les mauvaises raisons, je pense. Et voilà, il y a un truc quand même, de mon côté, quand même, c'est mieux que ce que je pensais, mais c'est oubliable complètement. Et je pense que malgré que j'ai pas tout compris, je pense que dans une semaine, j'aurais même plus envie d'y penser. Je vais donner la parole à Félix, qui est peut-être celui qui a le moins aimé, mais effectivement, sur l'émotion, moi, je te rejoins, c'est ce qui m'a manqué. Et le film m'a beaucoup fait penser, par exemple, à Big Fish de Tim Burton, mais qui, à la fin, arrive à un point où t'as le cœur un peu brisé. Et là, c'est vrai que ça reste un peu reste un peu en surface. Enfin, j'ai pas eu en tout cas un espèce de vertige comme je peux avoir dans certains de ces films. Mais après, pour autant, je trouve que le film a des qualités. Et Félix, toi, t'es carrément pas très emballé, mais t'aimes pas trop Mike Flanagan. Non, et du coup, en fait, je peux pas contredire Yuri parce que je vois tout ce qu'il veut dire. Je pense que juste moi, son style me touche pas du tout. Je trouve qu'il y a un côté hyper lisse en fait, et du coup, et très cérébral, conceptuel. C'est toujours des volontairement univers idéalisé après. Oui, bien sûr. Oui, mais en fait, justement, c'est pas assez fou, en fait. Moi, il m'a manqué cette espèce de folie parce que, sans rentrer trop dans les détails et sans spoiler, de toute façon, je pense que les gens ont rien compris au film depuis le début, mais Valentin, tu es le seul à pas avoir vu le film, tu comprends rien depuis tout à l'heure. Non, pour l'instant, c'est brumeux. Hein. Il y a un côté un peu, film cérébral, enfin, on va explorer potentiellement l'intériorité de certains personnages, etc. Et je trouve que dans ce genre de contexte, surtout quand ça touche même potentiellement à des enfants, t'as envie que ça soit un peu débordant de trucs, quoi. Et je trouve que là, il manque le décadrage, il manque la bizarrerie pour potentiellement amener une sincérité qui, moi, va venir me toucher. Il est censé retranscrire le monde intérieur d'un enfant, ça manque effectivement un peu. Ouais, complètement. Et du coup, moi, c'est ça qui me frustre vachement. Bah non, c'est pas le monde intérieur d'un enfant. Pardon. Un peu quand même. Bah non. C'est le monde intérieur d'un adulte. Oui, c'est le monde intérieur d'un adulte. Oui, mais il y a des moments où on voit Mais du point de vue de l'enfant. que ce soit enfant, adulte, on s'en fout quand tu fais un monde intérieur un peu fantasmé, imaginé, et que du coup tu flirtes avec le fantastique pour essayer d'illustrer des choses. Si tu t'en tiens qu'à des simples concepts un peu symboliques, moi j'avoue, du coup, j'ai pas d'émotion. Et je trouve que c'est ça le problème de Mike Flanagan, un peu de manière générale. Autant je lui reconnais des vrais talents de metteur en scène quand il fait de l'horreur, parce que il a des idées de cadre qui sont intéressantes. Autant là, j'avais vraiment l'impression de voir un Tim Burton ou un Spielberg pas inspiré, quoi. Donc du coup, je suis passé complètement à côté. Après, je trouve pas ça mauvais. Je pense que vous pouvez y aller, vous passez un globalement bon moment. Je suis pas sûr que ce soit la grosse chialade à la fin, quoi. Voilà. Laurent. En fait, c'est marrant parce que je suis assez d'accord avec ton diagnostic, avec ce que tu dis, Félix. C'est-à-dire que Docteur Félix. C'est-à-dire que c'est un film un peu mineur. C'est-à-dire qu'on va pas s'en rappeler dans des années. C'est pas un film qui a de très grosses ambitions. Moi, je rejoins Yuri, mais je suis un peu plus perméable à ça que toi, Félix, et je suis un peu plus proche de Yuri. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui est assez simple, qui a pas des ambitions extraordinaires, et qui arrive un peu à tenir ce pari-là. Et c'est assez bien fait. Je suis d'accord que c'est pas la grosse chialade, mais justement, je crois que je préfère. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu plus fin dans la manière dont il l'amène de la nostalgie, l'amène de la tristesse, en fait, une histoire finalement. C'est un très très beau film sur la nostalgie, justement. Assez tragique, je trouve que c'est un assez joli film sur la nostalgie. En fait, sur la nostalgie du banal, en fait, ce qui reste, en fait, à la fin, il te reste des souvenirs dont t'es même pas vraiment, dont t'as vraiment pas vraiment conscience qu'ils étaient importants alors qu'ils l'étaient. Enfin, il y a une espèce de réflexion assez tragique et belle là-dessus. Et que, en fait, au-delà de ça, pareil, tu vois, le propos, dans le fond, il est assez simple sur Walt Whitman, I contain multitudes, machin, enfin, je contiens des multitudes. Bon. Tout ça est assez balisé et ça fait, en effet, un peu truc de développement. Non, mais un peu truc de développement personnel, un peu bas de gamme. C'est-à-dire que c'est pas non plus révolutionnaire dans sa réflexion. Mais c'est pas faux non plus et c'est assez joli. Et c'est plutôt bien fait. Ça, vous êtes un peu dur, je trouve, avec Mike Flanagan, quand on disait que c'était pas inspiré. Ça reste quand même de la réalisation de bonne facture. Moi, je trouve que la photo est plutôt pas mal.
c'est très honnête. Et c'est très bien découpé. Enfin, moi, il y a des moments où vraiment je trouvais que, en fait, ça fait plaisir parfois de voir un réalisateur. Alors peut-être que c'est du nivellement par le bas de ouf, mais qui parle par le cadre, qui parle par la mise en scène, qui parle par son image et qui se repose pas que sur des gens qui parlent dans des salons, quoi. Non, bien sûr, mais du coup là-dessus, je préfère un Gore Verbinski, tu vois, qui va avoir, je trouve, une patte ou quelque mais c'est chose moins d'un flamboyant. petit peu plus, Mais en effet, moi j'aime bien le côté pas flamboyant. Il y a un côté simple en fait derrière. Et en effet, je trouve que c'est un joli petit mélo, assez plus fin qu'il n'y paraît, avec un gimmick autour de la narration qui est un peu, enfin, c'est pas inintéressant, mais moi c'est ce qui m'a maintenu devant le film. Donc c'est pas inintéressant, mais je trouve ça simple. Je trouve pas ça fascinant. Mais c'est déjà dans la nouvelle de King. Mais c'est une adaptation. C'est une adaptation très fidèle de la nouvelle de King. Sans ça, ce serait vraiment un film très simple qui aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais je veux dire, la narration autour, elle est marrante, mais elle est un peu anecdotique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a comprise, c'est cool, mais il y a pas de quoi péter un câble dessus. Je pense que très clairement, on l'aura tous oublié dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et je pense que voilà, d'ailleurs, c'est probablement pas une œuvre. Enfin, cette nouvelle n'est probablement pas une œuvre majeure de la carrière de Stephen King de toute façon. Même si je pense, et on va en parler là tout de suite dans le focus, qu'à mon avis, il y a des choses qui sont difficiles, qui sont très très difficiles à mettre en scène en fait dans cette nouvelle. Alors là, je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, parce que les gens n'ont pas vu le film. Non, mais parce que j'en ai discuté avec Yuri qui allait vérifier des pressentiments que j'ai eu en regardant le film, en me disant ça, je pense que c'était très compliqué parce qu'il y avait une zone en fait d'implicite que t'es obligé d'expliciter au cinéma, et Yuri a vérifié et j'avais raison. Donc j'ai eu des notamment sur la fin, c'est ça. Notamment sur la fin, ouais, qui évidemment est beaucoup moins explicite que ça. Et j'avais juste rajouté. Clair, franchement. Ouais. Bon courage à toutes celles et ceux qui. On va enchaîner sur le cul. J'allais juste dire, moi, il y a un petit truc qui m'a touché dans le film qu'on n'a pas mentionné et qui est une des thématiques de Stephen King autour desquelles il tourne beaucoup, qui est sur parce que souvent il parle un peu de la perte de l'innocence au moment de l'enfance ou de l'âge, du basculement de l'adolescence, etc. Là, il y a un truc qui m'a assez touché sur justement l'abandon des rêves et le côté de devenir un peu une personne banale et ordinaire, etc. Je trouve qu'il y a un truc qui m'a assez touché là-dedans. Parce que c'est Marc Hamill qui te l'explique en dialogue et que tu trouves qu'il joue bien. Non, parce que non, pas du tout, parce que c'est la scène de la dernière scène de danse pendant le bal où ensuite voilà. Donc t'es un peu dur. Non mais bref. T'es un peu dur. Tu trolls, Martoni. On écoute le jingle du Focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. On utilise donc Life of Chuck comme porte d'entrée sur, de manière plus générale, les adaptations des œuvres de Stephen King, puisque Stephen King est un des auteurs les plus adaptés au monde. C'est l'auteur vivant le plus adapté, le plus adapté de son vivant. On compte déjà plus d'une centaine d'adaptations de ses œuvres. Yuri, je crois que tu me disais qu'il y avait à peu près 3 adaptations par an depuis 1975. Ouais, alors c'est vraiment en moyenne, c'est en comptant télé, cinéma, c'est entre 3 et 4 adaptations de Stephen King par an depuis 50 ans. Donc je pense qu'on est à plus de 100. Ouais. 3 d'auteurs du mec. Ah ouais, mais on en parlera de ce que ça implique. Avant de rentrer dans peut-être, Yuri, tu vas nous faire un rappel un peu biographique du bonhomme. Je vais peut-être citer quelques adaptations au cas où nos auditeurs n'auraient pas du tout fait le lien entre elles, mais donc c'est l'auteur. Là, je vais citer que les adaptations connues de ses œuvres. Dans le lot, il y a Carrie, Shining, Dead Zone, Stand By Me, Misery, Christine, Les Évadés, La Ligne Verte, The Mist, tous les ça, donc l'adaptation de Hit là, avec le clown, Life of Chuck dont on parlait tout à l'heure. En série, il y a Under the Dome, il y a 22-11-63, et là j'en cite que quelques-unes. Rien que cette année, il y a eu le très mauvais film d'horreur The Monkey. Je crois qu'en 2025, il y en a genre 5 qui sont. Non, mais oui, enfin, bon, voilà. Mais peut-être qu'on va essayer de parler surtout de celles qui sont un peu. Faut qu'il paye ses impôts, le petit Steven. Marquantes et positives. Mais Yuri, donc, c'est qui Stephen King, c'est même pas son vrai nom. Alors, si c'est son vrai nom, ah bon, c'est pas le vrai nom de son père. Son père est né sous un autre nom, mais lui-même son père a changé de nom au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, si tu veux vraiment l'histoire complète. Stephen King, il est né en 1947, ce qui a fait qu'il a aujourd'hui 77 ans et toujours aussi prolifique. Il est même pas si âgé. Et en fait, il a une vie assez chiante. Enfin, c'est pas quelqu'un dont tu peux te dire tiens, trauma originel, machin. Bon, le père a abandonné la famille. Ils ont ensuite eu des vies visiblement un peu mouvementées dans le sens où la famille déménageait pas mal. Mais c'est pas quelqu'un qui ensuite a une vie particulièrement trépidante. Et
En fait, déjà dans sa jeunesse, il a vécu dans beaucoup de suburbs, de banlieues résidentielles et un peu partout aux États-Unis, donc dans le Maine, dans l'Oregon, vers Chicago et dans pas mal du coup de petits bleds qui vont en fait être le décor de beaucoup de ces romans. Donc peut-être que c'est là qu'on peut trouver l'origine de, on va dire, la cosmogonie de Stephen King. C'est peut-être dans cette enfance où il va visiter beaucoup de lieux de l'Amérique plus ou moins paumés. Ensuite, il va faire la rencontre avec un livre qui est donc Sa Majesté des Mouches, qui va le bouleverser. Et, William Golding. Parce que, alors ça c'est, je sais, encore une fois, dans le cas de ces auteurs, qu'est-ce qui tient de la légende, qu'est-ce qui tient de la réalité? Il aurait demandé à un libraire de lui donner un livre qui raconte les enfants tels qu'ils sont vraiment. Et là, le libraire lui aurait donné Sa Majesté des Mouches. Et c'était l'illumination littéraire du petit Stephen. Et il a fait la préface de la version de Sa Majesté des Mouches qui est sortie pour les 100 ans du roman, blablabla, où il raconte effectivement cette anecdote et qui dit que c'est vraiment de ses livres préférés, encore aujourd'hui. Donc ensuite, c'est quelqu'un qui est extrêmement en fait représentatif de la génération littéralement des boomers, enfin vraiment des baby boomers dans le sens où qui a grandi dans les années 50-60, en étant extrêmement perméable à toute la culture populaire, aux comics, au cinéma de genre, au western, bref, à tout un tas de choses qui vont ensuite infuser dans sa littérature. Et il va commencer la littérature en écrivant des petites histoires, en fait des nouvelles fantastiques pour des magazines divers et variés. Il va se marier assez jeune, il va avoir des enfants assez jeunes, donc voilà, toujours une vie assez posée. C'est quelqu'un qui est extrêmement méthodique, c'est quelqu'un qui écrit tout le temps, qui écrit beaucoup. Et il écrivait une moyenne de 10 pages par jour. Ouais, et maintenant, il dit je suis plus qu'à 5. Ouais, donc il a même écrit une des bibles d'écriture. J'ai dit. Voilà, donc en fait, dans sa bible d'écriture qui s'appelle On Writing, donc le fait de sur l'écriture, je crois en français, il dit tout simplement que pour être un bon écrivain, il faut juste beaucoup lire et beaucoup écrire, et c'est tout. Donc en fait, être une espèce de moine samouraï et de pas sortir de chez soi et globalement faire que ça. Donc ça explique le fait qu'il a une œuvre extrêmement prolifique. C'est une œuvre aussi qui va très très vite, très très tôt, et c'est le sujet qui nous intéresse, tisser des liens avec le cinéma, puisque son premier roman, donc son premier vraiment livre publié avec beaucoup de pages et de mots dedans, c'est Carrie au bal du diable, et c'est l'adaptation qui va suivre, je pense, dans l'année qui suit, par Brian De Palma, avec Sissy Spacek et John Travolta, qui est un carton et qui va en fait propulser à la fois Stephen King et son univers sur le devant de la scène, et qui va démarrer un compagnonnage entre le cinéma et sa littérature, si bien qu'aujourd'hui, Stephen King devient une espèce de... Et c'est pour ça je pense qu'on a envie d'en parler, c'est que Stephen King devient une espèce de... Pas vraiment de marque, mais en tout cas, on associe des choses à Stephen King sans jamais l'avoir lu. Et donc, en fait, la plupart des gens n'ont pas jamais lu Stephen King, par contre, savent qui c'est, savent globalement ce qu'il a écrit parce qu'ils ont vu des films inspirés d'eux. Et voilà. Et donc, c'est assez intéressant de voir que, en fait, sa littérature, elle est en fait beaucoup plus riche. Il est allé taper dans énormément de genres et de registres. Il a fait de la high fantasy, du thriller, il a fait du polar, il a écrit sous des pseudos, machin. Il a évidemment écrit des histoires fantastiques et d'horreur, mais parce que surtout on fait beaucoup de préconceptions en fait sur lui. Moi j'ai jamais lu un seul de ses bouquins globalement, et j'ai vu quelques-uns de ses films, mais Stephen King dans la tête des gens, c'est du fantastique, ça va être de la fantasy, ça va être des trucs d'horreur. Mais c'est le cinéma. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Mais justement, et c'est le cinéma, et notamment les grosses adaptations de cinéma d'horreur, parce qu'on parlera, il y a aussi d'autres adaptations qui ont justement créé cette image, et c'est en ce sens que c'est intéressant aussi d'en parler. Et il y a encore un bruit, mais je pense que nos auditeurs ne l'entendent pas. Oui, je voulais juste rajouter, je pense que ce qui participe à cet imaginaire, même si on n'a pas lu forcément ses livres, c'est qu'on a aussi l'image... tu disais des petites villes américaines, suburbs, classiques, classe moyenne et tout, parce que dans ses livres, il y a quand même énormément justement il contribue à cet imaginaire en citant beaucoup de marques, il y a beaucoup de descriptions de ces villes-là, et je pense que c'est aussi ça qui a beaucoup inspiré justement le cinéma, c'est cette toile de fond qui nourrit beaucoup dans ses écrits. Mais même si c'est pas du tout une adaptation de Stephen King au sens littéral, j'ai l'impression que quand on pense Stephen King, il y a beaucoup de gens qui pensent Stranger Things. Exactement. Et parce que ça, c'est vraiment ils ont repris son esthétique, ils ont vraiment repris mais ça, c'est vraiment l'étape d'après, quoi. C'est vraiment le truc de on fait quelque chose qui te fait constamment penser à Stephen
Stephen King sans que tu l'aies jamais lu, mais en même temps qui est égal exactement dans ce que tu penses être. Enfin, si c'est l'IA qui génère. C'est Midjourney faisait du Stephen King, elle ferait un truc comme Stranger Things. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu racontes, Yuri, qui est le fait qu'effectivement, il a finalement trouvé le véritable succès, beaucoup aussi par le biais du cinéma. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui a pas mal de mal à se faire reconnaître vraiment par les académiciens, ou en tout cas le monde littéraire. Bah ouais, parce qu'il fait de l'horreur. Et qu'à l'époque, enfin même toujours un peu encore aujourd'hui, mais voilà, effectivement, comme il écrivait de l'horreur, il n'était pas du tout reconnu par ses pairs. Et je pense qu'il y a aussi la filiation entre le cinéma d'horreur et lui, elle s'est fait aussi là-dessus, parce que je pense que de manière générale, c'était un peu le camp des nuls, quoi, des recadrés. et donc du coup, je pense que ouais, assez naturellement, il s'est mis à écrire de l'horreur aussi pour ça. Et de la même manière, un de ses auteurs favoris, c'est Lovecraft. Et Lovecraft aussi de son temps a été un reclus. D'ailleurs, je crois, il est mort sans avoir connu de fame. Il a été reconnu qu'après. Et du coup, il y a aussi un espèce de parallèle où je pense qu'il s'est juste dit bon bah moi j'ai envie de faire Lovecraft, je le trouve brillant, donc c'est pas grave, j'aurais pas de reconnaissance non plus. Nick. Et tu cites Lovecraft et il y a aussi Alan Poe qui cite beaucoup. Lui est un peu plus académiquement reconnu. Oui, voilà. Alors, je parlais justement des grandes thématiques qui traversent son œuvre. Dedans, il y a effectivement beaucoup l'enfance, l'adolescence, préadolescence et la fin ou perte de l'innocence à ce moment-là. Manon, c'est, on va dire, une des grandes œuvres auxquelles on peut rattacher ça, c'est Stand By Me, sûrement. Oui, mais il y en a d'autres parce que vraiment, effectivement, l'enfance dans sa dualité, elle a énormément nourri toute l'œuvre de Stephen King. Il a vraiment construit tout son imaginaire là-dessus et ça lui a permis de sonder plein de thématiques. Tu disais tout à l'heure, il y a tout ce truc de la perte de l'insouciance, la fin de l'innocence, beaucoup d'enfants inadaptés aussi au monde et la difficulté du passage à l'âge adulte, toute la difficulté de ces rites de passage qui peuvent être hyper violent, mais ce qui est intéressant avec lui, ce qu'il dit, c'est que les enfants sont des éponges en matière de mal et de violence, et du coup les victimes peuvent quand même vite devenir les bourreaux et rendre très mince cette frontière entre le ce bien qui est le point de départ de Sa Majesté des Mouches, en effet. Oui, voilà. et de toute façon, on va dire l'espèce de dualité bien-mal, mais au sens le mal qui contamine le bien, c'est quand même pour le coup le sujet qui est dans toutes ces œuvres. Oui. Mais du coup, en fonction de son œuvre, les enfants sont parfois les victimes, ils sont maltraités, ils sont même tués, dans Cimetière, Shining, Cujo, Carrie, etc. Et tous ces blancs ont été adaptés ont été adaptés au cinéma et parfois ils sont beaucoup plus c'est eux les monstres, quoi, comme dans j'ai perdu les démons du maïs, où là c'est des enfants tueurs. Donc il y a vraiment ce double regard sur l'enfance. Tout à l'heure tu parlais de Carrie, qui est la première adaptation de son premier roman finalement publié. Et Carrie, en fait, quand on y repense, c'est un peu l'espèce d'OG des teen movies, quoi. J'ai l'impression que ça a influé tellement de choses derrière sur la pop culture, sur les teen movies, enfin toutes les thématiques qu'il y a dans Carrie derrière l'horreur, c'est vraiment des thématiques qu'on retrouve dans plein de teen movies. En plus, ça révèle aussi John Travolta juste avant Grease et tout. Enfin, il y a plein de liens comme ça. Ça a aussi influé sur les séries, sur Buffy, sur la culture drag aussi. Les drag queens, elles se sont beaucoup aussi inspirées de Carrie. Il y a aussi toujours du côté des enfants martyrs avec des pouvoirs comme ça surnaturels. Il y a l'adaptation de Charlie avec une toute petite Drew Barrymore juste après avoir été révélée dans E.T. Dans ça, pareil, on est sur des thématiques très Kingesque autour de l'enfance. Là, c'est des enfants harcelés un peu. Enfin, il y a le harcèlement scolaire qui vient se mêler à tout ça, et c'est vraiment une histoire de passage à l'âge adulte assez violente. Et moi, son adaptation, l'adaptation préférée que j'ai d'une œuvre de Stephen King, c'est effectivement Stand By Me de Rob Reiner, qui en fait est, je pense, la seule adaptation dans laquelle, enfin en tout cas le seul écrit dans lequel il n'y a pas vraiment de surnaturel ni même d'horreur. Enfin, je sais pas, je connais pas toute. Il y a la recherche. Il recherche un corps quand même. Il recherche quand même un corps d'un enfant mort. Oui. Mais ça reste très terre à terre, quoi. Oui, c'est réaliste, quoi. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment. Dans Les Évadés, il n'y a pas non plus de science-fiction. Il y en a plusieurs. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Ouais, je crois que cette histoire, il me semble avoir vu qu'il y avait quand même il avait été traumatisé enfant par la disparition, la mort d'un de ses camarades. C'est un truc qui revient et qui le hante. C'est une clé aussi d'explication large de sa vocation pour l'écriture et du thème récurrent de l'enfance. Ouais. Complètement. Mais là, on est vraiment sur c'est même pas un teen movie, quoi. C'est vraiment un coming of age de quatre garçons qui vont vivre une aventure très courte, finalement. C'est que 2 jours. Mais voilà, dans la nature, à la recherche du corps d'un ami à eux. Et moi, je trouve qu'il a vraiment, je pense que c'est autant Stephen King que Rob Reiner, ils ont vraiment réussi à capter un truc
la mélancolie de cet âge-là, enfin vraiment à la fois dans ce qu'il a de plus dur et de ce qu'il a de plus doux. Enfin moi vraiment c'est un film qui m'a vraiment bouleversée. C'est hyper beau je trouve sur l'amitié masculine aussi. En plus c'est genre quelques années avant que River Phoenix décède, donc c'est un peu aussi sa révélation. Et voilà, moi c'est vraiment un film que je trouve très beau. Et alors il y a eu plein de bonnes adaptations de Stephen King, mais celle-là je la trouve particulièrement marquante. Et alors on parlait des petites villes, un peu souvent l'Amérique profonde, etc. Il y a une autre des thématiques quand même de Stephen King qui est, enfin moi je dirais c'est l'isolement. Alors ça peut être l'isolement dans le sens de Shining, un personnage voilà qui est seul, avec sa famille dans un hôtel et qui perd un peu la raison progressivement. Ça peut aussi être Under the Dome avec Dome, son roman adapté en série Under the Dome, qui est je pense la pire adaptation ever, mais là je pourrais peut-être en parler 15 minutes, donc on va se calmer, avec une ville qui se retrouve... C'est une série qui vaut la peine d'être vue juste pour ce qu'elle est. Non mais, en termes de n'importe quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une série où au départ c'est l'histoire de gens qui se retrouvent bloqués sous un dôme, on sait pas pourquoi. Et 3 saisons après, on a tous pris beaucoup trop de drogue et ça n'a vraiment plus aucun sens. Regardez le film Les Simpsons, c'est mieux. Oui. Donc voilà, en tout cas, qui peuvent recréer voilà, soit des micro-sociétés, soit des personnages effectivement très isolés et qui lui permettent un peu évidemment d'interroger la nature humaine, etc. Le rapport entre du vivre ensemble en fait finalement. Comme Sa Majesté des Mouches. Comme Sa Majesté des Mouches. Mais Sa Majesté des Mouches, d'ailleurs, ceci dit, qui est un très bon exemple, je trouve, il y a eu plusieurs adaptations. Moi, je les ai quasiment toutes vues. Et il n'y a pas de vraie bonne adaptation, justement. Celle en noir et blanc. Elle est pas mal. Dans les souvenirs, elle est assez dingue. Hein. Elle est très bien. Faudrait que je la revoie, mais moi, j'ai un problème précis sur une scène qui, justement, tu dois trancher quand t'adaptes, et je trouve que ça tranche pas de la bonne manière. Mais bon, c'est très difficile. Yuri, sur cette question peut-être de l'isolement et comme prisme, en fait, après, pour étudier... la nature humaine. L'isolement, la folie aussi, la dépendance. C'est quelqu'un Stephen King a aussi des problèmes d'alcoolisme et on va dire de dépendance. Écrire 10 pages par jour, tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup ce qu'il va raconter dans des romans comme Shining. Et d'ailleurs, on y vient, mais Shining et Misery, d'une certaine manière, Misery qui, on le rappelle, est un auteur à succès qui s'apprête à terminer la série d'un de ses héros phares, et une de ses fans ne supporte pas ça et le kidnappe, et du coup le force à écrire la suite de ses aventures. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est effectivement il a beaucoup de personnages d'écrivains. Et d'écrivains isolés, seuls, alcooliques, quand même une espèce de thématique qui revient. Et notamment sur Shining, ce qui est assez intéressant justement dans la question de l'adaptation de Shining, c'est que en effet le livre ne parle que de ça. En fait, le livre parle vraiment d'un écrivain confronté à ses démons, et toute la maison, même l'hôtel, a vraiment une espèce de topographie qui représente sa psyché, son cœur, son cerveau. Enfin, il y a une espèce il a écrit la maison de Shining, l'hôtel de Shining, vraiment comme un corps à part entière, et qui est une extension symbolique, évidemment métaphorique, du corps et du cerveau de l'écrivain, qui s'isole de plus en plus et qui sombre de plus en plus dans la folie. Et quand Kubrick va faire le film, il va complètement balayer ça de la table. L'alcoolisme de Jack Torrance, il est dans la version... Il est effleuré, quoi. Mais dans la version cinéma, en tout cas, il est juste... oui. Non, mais je trouve ça c'est dur, parce qu'effectivement, je sais qu'ils sont vachement embrouillés sur le truc, sur le film. En fait, je trouve que le film de Kubrick n'est pas si infidèle que ça. Je suis assez d'accord, mais je le trouve vraiment très dur, King, sur cette histoire. Mais parce que c'est trop personnel pour lui, je pense. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça, et du coup, mais parce que je pense que Kubrick s'attache beaucoup plus à une symbolique visuelle, à quelque chose de l'ordre du ressenti, et du coup, je pense qu'il a complètement balayé tout un tas de concepts en fait que King travaille dans le roman, mais qui sont pas tout à fait, qui sont quand même là. Je suis d'accord, mais ils sont beaucoup plus sous-tendus qu'ils ne sont explicites. Et puis aussi, est-ce que c'est pas un peu cool de dire que Stanley Kubrick a fait un peu de la merde, tu vois? Mais en fait, est-ce que c'est pas un peu cool de sa part de dire, honnêtement, il a rien compris. C'est tellement un sujet de litige que Stephen King a publiquement renié le film, dit que c'était de la merde, et produit et écrit une adaptation en 3 épisodes qui est nulle, absolument horrible. Comme quoi, voilà. Mais surtout, mais on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, ça pose aussi la conscience qu'il a en tant qu'écrivain de l'importance de l'adaptation de ses œuvres au cinéma, et voilà, il deviendra bien à un moment producteur aussi de toutes les œuvres qui sont adaptées de son univers.
l'univers. Oui, et là, il y a quelque chose que tu dis que je trouve intéressant dans le fait qu'il n'est pas content effectivement de l'adaptation. C'est aussi que finalement, typiquement, Life of Chuck, c'était une nouvelle, comme Stand By Me, c'était une nouvelle. Et Les Évadés, c'est une nouvelle. Les Évadés, c'est une nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est marrant, je ne sais pas si vous me rejoignez, mais moi, j'ai quand même l'impression souvent qu'on sent que c'est un matériau qui est entre guillemets assez court et que parfois il est du coup un peu étiré de manière parfois un peu trop au cinéma. Je pense que typiquement c'est le gros problème d'Under the Dome, c'est le fait que pour tenir une série à partir d'un concept qui est très chouette, mais derrière deux gros romans de 800 pages. Bien sûr, non mais c'est un gros roman, je sais. T'as de la matière. Et le Dôme 1 et 2, oui, mais alors, du coup, je vais en revenir à mon autre problème, c'est que je me demande si parfois les concepts sont pas plus cool que ce qu'il en fait réellement. Et je pense que ça tient en partie à sa manière d'écrire, puisque... Parce que Dôme, c'était déjà raté. Enfin, le bouquin était pas bien. Ouais. Oui. Je me suis farci les deux tomes, c'était pas bien. On n'avait pas de réponse à la fin et on comprenait rien. Voilà, je ne suis pas farci les deux tomes, mais quand j'ai vu à quel point la série était partie en couille, j'ai été vérifiée. Parce que j'ai fait genre, ah merde, les gens cocons étaient donc là. Mais là où je voulais en venir, c'est que ça tient peut-être à sa manière d'écrire, puisqu'il explique quand même qu'il part d'un concept, souvent, qu'ensuite... Il part d'un what if, en fait. Il part d'un what if, exactement. Il commence à écrire en se disant qu'il suit un peu la logique de ses personnages, etc., mais sans avoir de tracé précis. Il va jusqu'au bout. Il dit, en général, j'arrive à une fin qui n'était pas la fin que j'aurais anticipée au début. Et à partir de là, il fait une réécriture où il fait ressortir les thématiques qui sont imposées un peu naturellement dans son écriture. Ce qui fait qu'il a souvent quand même des concepts extrêmement brillants, et je pense que c'est pour ça qu'il est autant adapté, mais qu'effectivement, parfois, ils tiennent pas complètement. Enfin, Under the Dome, typiquement, bon, c'est assez décevant, quoi. C'est vrai que c'est très high concept, ouais. Mais c'est la mine d'or du cinéma, quoi. Enfin, tu dis, c'est toujours des idées qui sont commercialement viables. Enfin, et surtout qu'en fait, qui a été adapté qui est tellement malléable à beaucoup d'univers. Bah, c'est ça aussi qui en fait la particularité. Et je crois que sa femme l'aide beaucoup aussi à écrire. Je lisais un article qui disait que pour Carrie, lui, là, pour le coup, il est parti, je crois que sa méthode d'écriture a été un peu différente. Il est parti d'un souvenir d'enfance où il a travaillé dans un lycée, je crois, avec son frère. Ouais, il était prof. Ou un truc comme ça. Un souvenir de jeunesse plus que d'enfance. Il était prof d'anglais à un moment. Enfin, quand il a écrit Carrie, il était prof d'anglais, je crois. Je pense que ça remonte à avant où il a bossé dans un lycée ou je sais pas quoi. Et il s'est retrouvé dans le vestiaire des filles et il a eu ce truc il voyait qu'il y avait des cloisons entre les douches et là il a eu cette image de putain, si jamais il n'y avait pas ces cloisons et qu'il y a une fille qui a ses règles et tout, et c'est ça qui est parti. Enfin, c'est de là qu'il a écrit Carrie, et il s'est dit mince, quand même, je suis un homme, j'écris sur ces thématiques-là, et sa femme l'a aidé à développer ce personnage féminin, et je crois qu'elle met souvent la main à la pâte dans ses œuvres. Et peut-être le dernier point, même si on l'a du coup un peu survolé en parlant, moi j'avais l'impression que le dernier point c'était le rapport évidemment au surnaturel, à l'inconnu, et que c'est le volet un peu plus existentiel de son œuvre, dont typiquement Life of Chuck fait. Enfin voilà, c'est un bon exemple, je trouve, de ça, mais je sais pas si c'est la partie de son œuvre qui vous intéresse le plus. Bah, en tout cas, c'est celle qui fait probablement ses films les plus émouvants et les plus marquants. Enfin, moi je pense à La Ligne Verte entre autres, qui est un film assez magnifique, réalisé par Frank Darabont, qui est également un cinéaste trop peu connu. Et qui a réalisé The Mist aussi, qui est une autre adaptation. Ouais, non, mais il était abonné. Qui est abonné aux... Qui est un chef-d'œuvre. Moi, je trouve, ouais. Non, je suis très sérieux, j'adore ce film. Surtout en version noir et blanc. Mais bon, bref. Et voilà, il y a du débat autour de Stephen King. Non, mais voilà, donc en effet, il y a toujours cette espèce d'irruption de l'étrangeté, du surnaturel dans le quotidien. C'est le cas avec un objet comme une voiture, comme dans Christine, ou d'un coup un objet de pop culture complètement du consumérisme américain. Et c'est, je pense, une des raisons de son succès littéraire et cinématographique, c'est qu'il a toujours su, tu parlais du fait de citer toujours des espèces d'objets de pop culture. Quand on lit la nouvelle Life of Chuck, pareil, en fait, il parle de Pornhub, il parle de plein de trucs qui sont dans l'air du temps. Oui, mais d'ailleurs c'est l'inverse. Enfin bref, on s'en fout. Mais du coup, en tout cas, il cite énormément de choses qui font partie, comme ça, d'artefacts de l'air du temps, et il arrive à les intégrer. Et du coup, ça, c'est comment il y fait émerger, de l'étrangeté, notamment dans Christine, avec cette voiture qui est possédée, qui est amoureuse de son propriétaire ado. C'est Cujo le chien là. Cujo le chien. Ouais. Il y a dans la ligne verte, évidemment, ce personnage de John Coffey qui est une force surnaturelle à lui tout seul, et qui va porter toutes les thématiques aussi symboliques du film. Et du coup, c'est peut-être là-dedans, je pense en effet que même quand c'est pas de l'horreur, même quand c'est, on va dire, juste du surnaturel light, il y a toujours un peu quand même cet ancrage extrêmement
concret et avec toujours un peu ce décalage fantastique. Après, ce qui est assez fou, c'est que c'est presque un réalisateur d'heroic fantasy aussi, avec La Tour Sombre. Ouais, bien sûr. Ah non, mais c'est un immense fan du Seigneur des Anneaux. Oui, il en a écrit, je sais pas, une dizaine, 12. Il y en a 8. Il y en a 8. Ouais. Il voulait faire un univers comme l'univers de Cthulhu. Il y a énormément de fans de cette série qui considèrent que c'est génial, etc. Beaucoup de fans qui aiment l'heroic fantasy. Moi, j'ai vu l'infâme adaptation au cinéma. Il y a 5 ans. Avec Idris Elba. Ouais. Il y a 5 ans, un truc comme ça, ouais. Scandaleuse. Enfin, vraiment, c'était super nul. Et les gens étaient scandalisés. C'est ça qui est assez marrant avec Stephen King, c'est que j'ai l'impression qu'il est assez souvent mal adapté, quoi. À base de Monkey cette année. Il y a quand même beaucoup de trucs qui sont faits qui sont super moisis, quoi. Mais après, je suis pas persuadé que tout ce qui a été adapté était bien à la base. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, je pense que en effet, c'est une usine à concept, une usine à idées, et du coup, je pense qu'il a le meilleur agent littéraire de la planète qui doit en fait le mec doit, à mon avis, vendre les droits d'adaptation avant même qu'il ait fini d'écrire. Bien sûr, de toute façon, au bout d'un moment, s'il a fait 5 trucs qui ont bien marché, il peut sortir un bouquin par an qui se fait acheter les droits immédiatement, en fait, tout le temps. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des bouquins qu'il a fait qui sont justement sur des horreurs plus existentielles, plus compliquées à adapter, qui n'ont pas été adaptés. Je pense à Doomaki, par exemple, que j'ai lu, ou Désolation, qui pareil est un chef-d'œuvre absolu. En vrai, lisez-le si vous ne le connaissez pas. Et c'est des trucs qui sont inadaptables et qui, pour le coup, du coup, n'ont pas passé la barrière du cinéma et donc, du coup, sont aussi beaucoup moins connus dans l'œuvre de King. Donc, il y a l'espèce de truc inverse où les livres les plus de Stephen King sont ceux qui sont passés au cinéma. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, en fait. Mais là, c'est là où je parle, par exemple, sous le contrôle de Yuri, qui a lu Life of Chuck depuis hier. Typiquement, je trouve que Life of Chuck, moi, l'impression que ça me donne, et c'est le parallèle que je faisais avec Sa Majesté des Mouches, où Sa Majesté des Mouches, il y a des scènes, par exemple, où en fait, on est libre d'interpréter ce qu'on nous raconte. Et en fait, quand la scène se déroule sous nos yeux au cinéma, on est un peu frustré parce qu'on préfère que ce soit libre interprétation. Moi, j'ai ça un petit peu avec la fin de Life of Chuck, et ça explique peut-être aussi que ce soit des œuvres qui soient moins adaptées ou adaptées plus tardivement comme Life of Chuck, parce que juste effectivement, c'est un matériel c'est plus difficile de s'en emparer pour le cinéma. Life of Chuck, je crois que c'est 2020, donc c'est aussi pour ça. Ah oui, donc il est récent, ouais. Mais en fait, je pense que le problème de Life of Chuck à l'écriture, c'est à peu près le même problème qu'a Shining en termes d'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des univers qui sont tellement symboliques et chargés de symboles qu'en fait, à l'écrit, ça passe parce qu'en fait, c'est une espèce de métaphore. Et en effet, cette fin de Life of Chuck, on va pas dire, mais il y a une phrase qui dit qui est cet homme allongé dans ce lit. Voilà, c'est la phrase qu'il y a dans le livre. En fait, au cinéma, t'es obligé de le montrer, cet homme-là. Et c'était ce que tu disais. Et en fait, dans le livre, t'as toute une portée interprétative, et en fait on se doute qui est cet homme allongé dans ce lit, mais dans le film, en fait tu t'es obligé de le montrer, et tu casses un peu. En fait, il aurait pu ne pas le montrer, une forme de poésie. Manon aurait probablement encore moins compris. C'est vrai que c'est des univers qui sont très souvent cérébraux ou mentaux. Enfin, t'es dans la tête des personnages qui sont très souvent des écrivains fous. Et donc du coup, c'est sûr que c'est compliqué. Enfin, il y a un manque de matérialité qui fait que si tu trahis pas un tout petit peu l'adaptation. En plus, je crois qu'il y a pas mal de. Enfin, moi, j'ai très peu lu Stephen King, mais de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de mélanges de genres, il y a des multiples temporalités. Enfin, c'est souvent très drôle. Casse-gueule. Donc, très sarcastique, c'est souvent très drôle. Il a beaucoup d'humour aussi. Qui ressort pas énormément ça ressort dans très peu d'adaptations. Mais parce qu'il y a aussi une mélancolie, une gravité, etc. Mais je trouve que effectivement, son humour ou son style littéraire. Moi, je trouve que ça ressort un peu dans Life of Chuck. Dans Life of Chuck, je suis d'accord. Mais ça m'a peut-être la plus marrante. Et dans Christine, moi, je trouve ça très très drôle. Christine, ma Misery, c'est drôle en vrai. Il y a des moments qui sont drôles. Je vais peut-être terminer en vous demandant quelle est pour vous la meilleure et la pire adaptation de Stephen King. La pire, je pense. Vas-y. Parce qu'il s'est auto-adapté avec Maximum Overdrive en 86. Oui, c'est vrai. Putain. Qui est un high concept, un what if, les machines se révoltaient contre les humains. Et en fait, c'est absolument horrible, c'est ridicule. Donc voilà, regardez-le parce que c'est assez fun. Moi, j'avais vu l'horrible adaptation de Cimetière qui était sortie il y a, je sais pas, en 2017, parce que c'était le tout début de Feu Extérieur Nuit. Et ça, c'était horrible aussi, c'était pareil. Non. Bon, meilleure, du coup, Stand By Me. Et la pire, alors, je sais pas si c'est bien ou mauvais, mais j'en garde un souvenir terrible. Je crois que j'avais vu le Ça, mais version téléfilm, genre des années... Avec Tim Curry. Ouais. Alors moi je l'ai vu enfant, je l'avais trouvé bien. Moi, mais j'en garde un souvenir de traumatisant, quoi. Mais peut-être que c'est une très bonne adaptation. J'en sais rien, en fait, ce qui marche, c'est le clown. Ce qui marche pas, c'est le reste. Enfin, globalement. Ok. Ouais. Laurent, meilleur et pire. La pire, c'est La Tour Sombre, je pense. C'était un peu scandaleux. La meilleure, je pense, c'est. Je sais pas si c'est la meilleure adaptation, mais peut-être le meilleur film que j'ai vu de Stephen King qui me vient en tête, c'est Les Évadés.
qui est quand même un film, moi, qui m'avait vraiment beaucoup marqué quand je l'ai vu à la télé gamin et qui en fait tient vraiment le qui repasse coup. beaucoup, donc vous avez l'occasion de le voir. Je sais qu'il est encore repassé cette année. Qui tient vraiment le test, tient dans le temps, quoi. Yuri? Dans ceux que j'ai déjà cités, évidemment Christine, moi j'aurais dit Christine aussi. Voilà, c'est parce que t'es Carpenter Zouz. Et parce que c'est peut-être le réalisateur qui est le plus proche, kingien entre guillemets, où il prend des éléments, il les incarne avec le mal. Il y a une évidence avec Christine en fait. C'est lui qui devait adapter Charlie aussi, là, celui avec Drew Barrymore, la gamine qui a le. Et donc je dirais quand même la ligne verte, qui est un des films qui m'a fait le plus chialer, je pense, ever. Et pire. Et le pire, moi je me suis tapé quand même la série sur Kennedy avec James Franco. Oui. Et c'est que je mentionnais tout à l'heure. Alors que le bouquin est génial. J'ai pas lu le bouquin, mais il s'appelle 22-11-63. Je me suis partie aussi. La série c'est pas bien. Voilà. Ouais, c'est pas bien, mais alors à côté d'Under the Dome, c'est un chef-d'œuvre. Mais je te laisse Under the Dome. Under the Dome, ouais. Moi, Under the Dome, et pensez à tous les gens qui ont partagé ce trauma avec moi, avec le héros qui s'appelle quand même Barbie. Clairement, c'est la pire adaptation. Et la meilleure, alors je sais qu'il est pas d'accord, moi je dirais quand même que c'est Shining. Hein. Pardon, bon. Et t'as pas dit, toi, ta meilleure pareil, pour l'emmerder. Moi, je défense The Mist, quand même, vraiment. Mais oui. C'est son plus Lovecraftien, c'est assez... Enfin, j'aime bien ce film. Et on aime bien Franck Darabont, en fait. De manière générale. On change... J'allais dire complètement de registre. Est-ce que Stephen King aurait pu écrire Le Répondeur ? Ce serait probablement parti dans une totalement autre direction. On écoute la bande-annonce, c'est donc réalisé par Fabienne Godet. Pierre Chauzen, Je sais qui vous êtes. J'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Salif Cissé incarne Baptiste, un imitateur de talent qui ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre, qui est incarné par Denis Podalides, un romancier célèbre, mais assez timide et surtout constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, de sa fille, de son ex-femme. Ayant besoin de temps pour écrire son texte le plus ambitieux, Pierre propose à Baptiste de devenir son répondeur en se faisant passer pour lui au téléphone. Et là, en disant le pitch, je me dis, mais on est complètement chez Stephen King, en fait. On est avec un romancier. Manon... Et en fait, c'est un serial killer. Peut-être. Pas du tout. Manon, donc tu as vu le répondeur. Et est-ce que la comédie a marché sur toi, déjà, pour commencer ? Alors, le film plutôt, la comédie non, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez de la comédie dans le film, mais voilà, c'est un film qui est quand même plutôt sympathique, mais je pense que ça repose à 90% sur son acteur principal, Salif Cissé, qui est vraiment tellement talentueux, tellement doux, tellement... Enfin, vraiment... Qu'on avait vu à l'abordage, notamment. Ouais. Et avec Podalides, ils forment un duo qui est plutôt joli et touchant, et ça fonctionne bien. Après, c'est quand même deux acteurs vraiment de comédie, et je trouve ça dommage, enfin deux bons acteurs de comédie, et je trouve ça dommage que elle n'ait pas appuyé un peu plus sur ce curseur-là, parce que je trouve qu'il y avait quand même des choses à dire, notamment sur cette espèce de burn-out social là, qui est digital, que ressent le personnage de Pierre. Voilà. Et en même temps, je trouve c'est quand même un pitch de comédie de boulevard fois 1000, et elle évite quand même ça, donc c'est aussi pas mal. Alors je sais pas, on n'a pas lu les mêmes choses avec Valentin. Ce qu'il faut aussi souligner dans le talent de Salif Cissé, c'est qu'il est vraiment, il a un talent d'imitation véritable, et visiblement c'est pas truqué. C'est pas truqué. Alors je crois qu'il y a eu un peu quelques doublages avec Podalides, mais il imite vraiment Podalides quasiment à la perfection. Voilà, je regrette un peu que c'est pas un trucage ? Non. Mais je crois que c'est là on avait pas la même chose. Moi, en fait, de ce qu'il dit, c'est qu'il s'est entraîné, donc il le tient, donc il l'a fait la plupart du temps, et que c'était assez convaincant. Et il a été quand même, ça c'est sûr, il a été coaché parce qu'ils sont crédités par des vrais imitateurs, notamment Michael Gregorio. Et après, la question n'était pas, du coup, on n'avait pas lu la même chose avec Manon, c'est que moi j'ai vu qu'il avait justement été doublé ensuite par ces personnes, mais je ne sais pas. Ah, je sais pas dans quelle mesure. Probablement il y a des scènes où il est pas doublé, il y a des scènes où il l'est. Et ça, c'est probablement un mélange des deux, parce que je pense qu'il y a un gros travail de il en fait vraiment beaucoup, donc. Et puis il imite aussi plein d'autres personnages pendant ces spectacles, parce qu'on voit ces spectacles de stand-up où vraiment c'est assez impressionnant. Voilà. Après, je trouve qu'on tombe aussi assez vite dans le film un peu bourgeois, où on sent que la réalisatrice fantasme un peu, tu vois, je trouve le monde littéraire et intellectuel et artistique. Je trouve que si ça avait été vraiment le regard du personnage de Salif Cissé, ça aurait été intéressant, parce que ça le rendrait un peu plus nuancé, et pourquoi il accepte cette mission aussi un peu pour introduire ce monde et tout. Là, on a un peu l'impression que c'est le regard de la réalisatrice qui fantasme un peu ce milieu-là. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un peu dommage que ça glisse vers pas le drame haussmannien, parce que c'est pas du drame, mais voilà, le film. On n'est pas non plus chez Assayas, c'est ça ? Non. Voilà, la fantaisie haussmannienne. Une comédie c'est plutôt le haut du panier de la comédie française. Quand bien même tu trouves
trouve que c'est pas suffisamment une comédie. Voilà. Valentin, est-ce que tu rejoins Manon là-dessus? T'as pas suffisamment rigolé? Non, bah en fait, le dispositif est marrant. Il y a quelques scènes qui sont bien. Enfin, dans l'ensemble, c'est bien dialogué, c'est bien construit, donc on s'ennuie pas beaucoup. Après, c'est vrai que ça tient vraiment sur la performance des acteurs, vraiment de manière très sensible. Les deux sont extraordinaires, donc du coup, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Ça devient déjà assez fun à suivre. Et ça se picore gentiment, mais de fait, c'est pas incroyablement drôle. Et je suis d'accord avec toi sur le reproche, en fait, du côté, de pas exploiter le côté boulevard de la chose. C'est-à-dire que il y a un moment, une scène où effectivement, il limite au téléphone, et alors qu'en fait, l'auteur et le personnage de Paul Hayes est dans la pièce, donc en fait il peut pas, c'est pas possible. Et donc en fait c'est la seule scène où en fait on est confronté à ce truc. Je me dis mais c'est quand même un ressort comique super. Ils auraient pu en faire beaucoup plus de choses. Ils auraient pu beaucoup plus innover et le mettre dans des situations beaucoup plus critiques. Or c'est pas fait. Donc je trouve qu'il y a un peu une partie du contrat qui est pas remplie, dans le sens où au départ on nous dit il est un peu en panique en mode mais comment je vais faire pour répondre, je connais pas vos tenants et aboutissants personnels. Enfin c'est pas possible. Et en fait, il s'en sort toujours. Et en fait, il s'en sort toujours très bien. Il n'y a pas de galère. En vrai, quand il y a des galères, elles sont globalement heureuses. Donc, de ce point de vue-là, en fait, la comédie, effectivement, n'exploite pas son concept. C'est trop gentil pour une vraie comédie? Ouais, c'est gentil. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas assez mordant, je pense, pour être une vraie comédie. Et puis, elle place à côté, effectivement, de la question de classe, qui est quand même un peu évidente. Et ça aurait été bienvenu d'en faire quelque chose. Là, c'est pas trop le cas. Bon. Après, dans l'ensemble, ça reste super agréable à regarder et totalement porté par la prestation des deux acteurs qui sont super. Donc, on voit rarement ce niveau-là dans la comédie française, encore une fois. Donc, oui, c'est quand même plutôt bien, c'est plutôt recommandable. Eh ben, on vous le recommande alors, le répondeur, oui, Félix? Moi, j'ai pas vu le film, mais c'est pas du coup une espèce de rip-off de Sorry to Bother You? J'ai l'impression que c'est le même concept. C'est un peu le même concept, ouais. Non, Sorry to Bother You, ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Sorry to Bother You, c'est. J'ai vu le Sorry to Bother You, j'ai pas vu le répondeur. Non, mais Sorry to Bother You, c'est vraiment genre. C'est le même. Dans Sorry to Bother You, il est engagé par une boîte et pour gravir les échelons, il prend sa voix de blanc. Oui, mais c'est pas ce que Félix dit, et t'as pas tort, c'est quand même que c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre avec des talents d'imitateur. Oui, mais il imite, non, c'est pas un imitateur parce qu'il imite pas un acteur. Enfin là, je trouve que le concept est très différent. Un mec qui change sa voix pour en fait faire autre chose, c'est un truc. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé pour imiter un acteur à l'écran. Et tu vois les deux à l'écran. Je trouve que le dispositif est quand même très loin d'être le même. Par ailleurs, la question encore une fois de la race ou de la classe, elle est pas du tout en jeu. Donc, du coup, j'imagine que ça donne une tonalité différente au film. Oui, alors qu'en fait, ça aurait pu aussi dans le répondeur. Ah, mais c'est ça aurait totalement pu. C'est pour ça que je pose la question. Mais bon, on vous recommande quand même plutôt donc le répondeur, en sachant que voilà, c'est une comédie française plutôt recommandable, comme l'ont dit Valentin et Manon, mais pas non plus à se fendre la poire. On va maintenant partir dans la vraie farce, mais est-ce que ce sera avec autant de réussite? C'est Mountain Head de Jesse Armstrong. Your first guest has arrived. Oh, cool, great. Oh, Jeffrey! The Brewsters are crowing! Yes, so it begins. Donc on connaît Jesse Armstrong comme étant le créateur de Succession. Il reste avec les extra riches puisque Mountainehead raconte l'histoire d'un groupe d'amis milliardaires qui se retrouvent confrontés à une crise internationale grandissante. Valentin? Bah oui et non. Et non. Parce qu'en fait, effectivement, ils sont pas confrontés puisqu'ils sont en week-end entre bros dans le chalet magnifique et flambant neuf d'un des quatre, qui d'ailleurs est un des personnages intéressants parce que c'est un peu le milliardaire tricard, c'est-à-dire que lui, il essaye à tout prix de refourguer sa start-up de méditation qui, à l'évidence, ne prend pas, alors que ses potes... C'est celle que j'ai essayé de lancer avec Life of Chuck tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et alors que ses potes ont globalement fondé Google et Facebook, donc... Et donc du coup ils sont confrontés, pas vraiment confrontés, dans le sens où ils sont enfermés dans cette espèce d'arène de chalet, et les thématiques qui vont émerger sont plus des choses qui vont avoir dans leurs relations interpersonnelles que de l'apocalypse de l'extérieur, puisque visiblement effectivement l'intelligence artificielle et la génération de deepfake a entraîné tout un tas de problèmes de guerre ethnique, en manifestations en tout genre partout. Enfin, le monde est en train de brûler. C'est Mission Impossible 8. Bah, en vrai, il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ce grand fantasme de l'IA va tous nous grand remplacer. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt fun parce que, en fait, le film est hyper bien dialogué, hyper bien écrit. Je trouve qu'il saisit bien. T'étais déjà friand de Succession? J'ai pas vu Succession. Ok. Non. Mais voilà. Donc du coup, Donc non. Pas encore, peut-être.
Bah, je te le recommande du coup. Je vais être interrompu toutes les 15 secondes par la clim. C'est le bruit. Mais si les gens ne l'entendent pas, peut-être qu'en fait c'est juste dans ma tête. Parce que ouais, c'est juste dans ta tête. C'est comme à Cannes quand on n'arrêtait pas de commenter des bruits de voiture que les gens n'entendaient pas, on a l'air complètement fou en fait. Bon, j'arrête du coup. Donc du coup, non, moi je suis plutôt friand parce que les 4 personnages sont vraiment très bien, que les prestations d'acteurs sont très bien. Il y a Jason Schwartzman, il y a Steve Carell, il y a Corey Michael Smith, il y a Rami Youssef. Bref, il y a que des bons acteurs. Et la relation entre les 4, elle est très bien. Je trouve qu'il saisit vraiment un truc de c'est quoi un milliardaire complètement zinzin, et c'est une vraie enfin, il y a vraiment un truc très Elon Musk dans leur manière d'agir, de faire, d'interagir qui m'a beaucoup fait marrer. Je trouve que c'est juste. Et en fait, c'est pas souvent juste. On a eu le débat sur typiquement Mickey 17, mais il y a plein d'autres films qui s'attaquent à ces personnages-là, sur la représentation des ultra riches, et cette espèce de population très spécifique de capitaine d'industrie / techno-capitaliste, quoi, qui est quand même une classe à part, quoi. Parce que les mecs sont des geeks et ils savent pas parler aux gens, ils font n'importe quoi, ils ont des kinks chelous à l'évidence, et en même temps ils sont en train de discuter de est-ce que je peux diriger potentiellement l'Argentine, et où est-ce que je me baserais si je pouvais prendre le pouvoir du pays dans le pays, quoi. Donc la discussion est marrante, et je trouve que c'est juste, et c'est souvent très juste. Pour le reste, il n'y a pas de mise en scène, et je trouve que... C'est son premier film en tant que réalisateur, et il avait réalisé quelques épisodes de la saison 3 de Succession, mais au départ c'est un scénariste. Ouais, et bah ça se voit à fond. Jesse Armstrong. Et il l'a visiblement tourné en 4 jours. Voilà, je suis totalement pas surpris. Tu vois, ce serait mis en scène de manière assez minimaliste dans un théâtre quelque part, ce serait bien aussi, en fait. Il y a un peu de ce délire-là. Donc, dans un petit théâtre privé du nord de Paris, où il y a genre une scène noire et genre vaguement un projecteur qui pendouille. Laurent, est-ce que tu rejoins Valentin? Toi, t'es pas très friand en fait de Jesse Armstrong. Ça dépend. Moi, t'aimes bien quand il est avec Armando Iannucci. Voilà, j'ai un rapport ambivalent avec Jesse Armstrong. Mais déjà, j'apprends qu'il a été tourné en 4 jours, et je trouve que du coup, ça donne encore plus de valeur à la performance des acteurs qui sont super dans le film. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à pondre ça en 4 jours avec des dialogues et tout. Franchement, bravo. Si c'est le cas, c'est remarquable. Après. Je trouve en fait que Jesse Armstrong est un peu trop sérieux et se prend un peu trop au sérieux. Quand il fait The Thick of It avec Armando Iannucci, qui est une série, un vrai chef-d'œuvre qui reprend un peu les codes de Succession, enfin dont les codes ont été repris un peu dans Succession, et je trouve bien meilleur parce que c'est vraiment mordant, c'est vraiment drôle, et c'est vraiment. Mais c'est parce que pour toi tu rigoles pas dans Succession. Moi Succession, ça me fait. Alors c'est parce que c'est pas l'humour qui me fait vraiment marrer, c'est très cringe, et du coup. Voilà, c'est full cringe. Hein. Ça, mais là je trouve que c'est full cringe, mais c'est full cringe, mais full sérieux aussi. Et ça me dérange un peu. Succession, c'est une tragédie aussi. Hein. Et voilà, et ça me dérange un peu. Là où je trouve que je te rejoins pas trop, Valentin, c'est que à la fois je suis assez d'accord avec toi sur le diagnostic, sur les personnages d'ultra riches, vraiment même giga riches, ultra milliardaires à la Elon Musk, qui sont en fait des tech bros super badants, qui sont dont le seul talent et la seule intelligence, c'est de mal citer Nietzsche, quoi, globalement. Et ça, c'est assez drôle, et ça, c'est assez bien vu, parce que pour le coup... Toi, t'en es un de tech bro comme ça. Toi, moi, je suis un peu un tech bro. Moi, je suis un accélérationniste qui pense que dans le futur, on va tous être plaidés sur des IA, et j'aime bien citer mal Nietzsche et Kant aussi. Alors qu'en fait... alors que j'ai jamais lu leur bouquin. Non, parce que... alors qu'en fait, tu cites Tolkien. Alors qu'en fait, oui, par exemple Tolkien et Stephen King, et je lis même pas les bouquins de Stephen King. Non, mais il y a un côté vraiment de fraude qui est assez marrant, que je trouve plus marrant dans The Thick of It, mais enfin bon, qui est quand même assez marrant. Là où pour le coup je te rejoins pas, c'est que tout le background du film, tout ce qu'il y a autour du film, il y a un côté très satirique, un peu uchronique, où ils en rajoutent un peu des caisses, et que je trouve pas crédible, et que je trouve en fait paradoxalement tombe à un moment où c'est de moins en moins crédible, où en fait on voit que t'as beau être un gros milliardaire, si tu fais un peu trop le con, en général on te rappelle assez vite à l'ordre, ce qui est en train de se passer précisément entre Donald Trump et Elon Musk. Des deepfakes, on n'est pas encore tout à fait sorti, mais... Bien sûr, non, mais au-delà si tu veux de la problématique, au-delà de la problématique des IA, etc., des capitaines d'industrie qui se disent qu'ils peuvent faire une OPA sur l'Argentine, c'est insensé, et en fait c'est un peu stupide de présenter ça comme ça, parce que ça n'a pas de sens. Et donc en gros il y a un côté que je trouve un peu, alors je comprends le délire de l'Uchronie derrière, je comprends la satire, c'est une farce, hein, pour moi justement pour moi c'est pas une farce. Il y a un côté excessif. Pour moi il y a un côté excessif, mais qui est très sérieux, et du coup c'est pour ça que j'ai un peu de mal à prendre le truc. Mais c'est exactement le même problème que tu as avec Succession, finalement. C'est le même problème, tu vois pas la farce, et je trouve ça un peu con en fait, du coup. Je trouve que ça propose un truc qui est genre pas super malin,
En fait, on a compris que c'est ce que tu essaies de vouloir faire. Tu pousses les curseurs très loin et en fait, du coup, ça rend ta satire un peu débile. Donc c'est pour ça que moi, j'ai un peu plus de mal avec le ça. gag du mec qui joue au bowling avec le panier de fruits, ça te fait pas rire. Si, en vrai, il y a des trucs qui marchent. Je dis pas que c'est une catastrophe. Je trouve qu'il y a des trucs qui marchent. Je trouve que le côté le mec qui se balance des cendres sur la tête en disant qu'il est pas milliardaire et qu'il a que 500 millions de dollars et qu'en fait son seul objectif dans la vie, comme une sous-merde, c'est de devenir milliardaire. Enfin, il y a tout un truc qui est super fort dans leur relation entre eux, qui est assez bien réussi, où en fait tu te rends compte qu'ils s'adorent, ils se détestent et que ils n'arrivent pas à se supporter, mais en même temps ils comprennent pas ce qu'ils ont d'autre à faire à part de discuter ensemble et qu'ils trouvent ça intéressant, alors qu'en fait ce qu'ils disent est hyper con et qu'en même temps ils se prennent pour des surhommes alors que c'est les mecs les plus lâches de l'univers. Enfin, il y a un côté qui est assez cool et qui est assez marrant. J'ai l'impression que tu décris La perche est dans le cadre en fait. Ouais, bah c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que tu vois, c'est peut-être un peu too close to home. Tu vois. Et quand je regarde ça, je me sens mal parce que j'ai l'impression d'être représenté. Mais même si j'aimerais avoir autant d'argent, on ferait la mission dans des conditions différentes. Mais on est très bien à l'entrepôt. Mais le truc, c'est que il y a quelque chose qui est un peu bébête, quoi. Et en fait, c'est dommage parce que ça pourrait être vraiment intelligent, ça pourrait être un truc vraiment bien. Le problème, c'est que je pense qu'il n'ose pas. Il arrive mal à gérer le côté comédie et que en fait. Je trouve qu'il gère mal aussi le côté satire qui est un peu excessif et pas smart, quoi. Je pense qu'il est contraint de fait par le truc de pas avoir masse de budget, de pas avoir masse de moyens et de temps, je pense. Bah non, mais visiblement le projet était quand même assez sous-dimensionné. Peut-être, mais non, mais du coup ça fait qu'il peut pas il peut pas les faire sortir, il peut pas les emmener typiquement en Argentine. Oui, mais mais en fait ça aurait quand même été plus moi drôle. je pense que s'il l'avait fait, ça aurait été drôle aussi, en fait, ça aurait marché aussi. C'est juste que du coup ça demandait de reconstituer l'apocalypse un peu partout dans le monde, donc je pense que c'était un peu galère. Mais je pense que le film, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que ça marche moins sur toi, le contraste entre le huis clos et la farce qui se passe globalement autour de la maison autant que dedans, sans qu'on voit jamais ce qui se passe autour. C'est effectivement peut-être un peu plus difficile. Parce qu'en même temps, tu parles de farce, mais moi je vois pas trop de farce. J'allais dire en même temps, typiquement Sans filtre, qui est aussi sur des, ils sont moins ultra riches, mais c'est tant que c'est un huis clos sur le bateau, ça va, et quand tu sors du bateau, ça va plus. Donc. Ouais, bon. Si tu veux, moi c'est pas un parti pris qui m'a dérangé. Ce qui me dérange, c'est qu'en fait il a une position de mec un peu bébête, tu vois, et que en fait ça l'amuse, mais que ça aurait dû être mieux que ça. Honnêtement, enfin je trouve. Où est-ce qu'il est trouvable d'ailleurs, ce Mountainhead? Il est sur quelle plateforme? C'est sur Max. C'est sur HBO Max. On vous le recommande si vous aimez bien Jesse Armstrong. Voilà, moi je le défendrai pas jusqu'à la mort, mais je trouve que c'est bien fait. Voilà. Bon bah c'est un bon divertissement. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds tout de suite. C'est l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Alors cette semaine dans les recos de la perche, Manon, toi tu as vu Crass. Oui, j'ai vu Crass, qui est un film britannique, I guess, un premier film d'une réalisatrice dont j'ai mangé le nom. C'est un film qui a un vrai univers extrêmement foisonnant. C'est bien britannique. Luna Carmoon. C'est ça. C'est très foisonnant, très étrange, très, très bizarre. En fait, ça parle d'une relation mère-fille dysfonctionnelle et la mère a le syndrome de Diogène, donc ce syndrome où tu accumules tout. Et je trouve que voilà, l'enfance est bien filmé, ce syndrome est bien. Leur vie à deux comme ça dans ces tas de crasse et de déchets et de collections en tout genre est assez chouette. Après, je trouve que ça devient juste un film très foutraque, très provoque. C'est toujours en sur-régime tout le temps. En fait, ça devient assez désagréable à regarder parce qu'après, on retrouve le personnage de la petite fille parce que sa mère... je sais pas si je vais spoiler, mais enfin bref, on la retrouve adolescente et elle a plein de troubles et elle se met dans une relation très bizarre et tout. Et voilà, en fait, il n'y a jamais de moment d'accalmie, il n'y a jamais de moment de calme et ça devient un peu indigeste et même un peu... Enfin, moi, je me suis sentie un peu agressée par ce film. En revanche, je pense qu'il y a quand même... Cette réalisatrice, elle a quand même une patte, elle a quand même un truc qui peut être intéressant pour la suite, mais il faudrait qu'elle épure un peu. En même temps, elle parle du syndrome de Diogène. Oui. Donc c'est normal que son film soit... Tu dis indigeste. Voilà, ça fait sens. Mais voilà, moi, je le trouve assez mal aimable comme film, mais pas forcément pour les bonnes raisons, quoi. Donc, j'ai pas passé une super séance, mais... C'est pas la deuxième fois de l'année qu'il y a le syndrome de Diogène au cinéma dont on parle. Dans les trucs de l'escargot, il n'y avait pas déjà le syndrome de Diogène? Ah, c'est vrai, ouais. C'est quoi le titre? La vie d'un escargot? Mémoire d'un escargot. Avec Roman qui avait demandé, mais c'est des escargots depuis le début. Valentin, toi aussi, tu avais une recommandation à nous faire. Ouais, tout à fait. J'ai vu Else de Thibaut Hémine, qui est un. Ah bon, Félix et moi l'avons vu aussi. Ah ouais? Ouais.
Oula, bah ça se trouve, vous avez détesté. Ouais. Ah, moi, je n'ai rien dit parce que je ne veux pas parler de ce film. Ah ouais. Moi j'ai détesté aussi, mais d'accord, ok. très curieuse de savoir. Moi je trouve ça plutôt bien. Dans son genre, je trouve ça plutôt bien. Non, mais pas consulté. Bah en fait, j'y suis allé très spontanément ce week-end, donc effectivement voilà. Non, je trouve que dans son genre, c'est très bien. Après, faut assumer que le film va dans une direction qui est un peu chelou. Ça raconte en gros l'histoire d'une pandémie qui fait que les gens fusionnent avec leur environnement, avec des objets, avec des matériaux. Donc ça aussi, c'est très Stephen King. Ouais, c'est hyper Stephen King. Pas très pratique, donc et donc du coup, ça suit un couple qui vient de se former parce qu'en fait, ils ont juste couché ensemble une fois à l'évidence, et donc ils se connaissent à peine, qui va se confiner ensemble dans un appartement. Et donc le film suit un peu à la fois cette pandémie et à la fois l'évolution de cette relation de couple. Et je trouve que c'est plutôt chouette parce que la première partie, elle est relativement suivable. On reste dans un truc assez linéaire, et en même temps, je trouve que c'est assez finement écrit sur la question de l'enfermement et sur la représentation de l'espace, et même cette relation. Enfin, je trouve que tout est assez bien foutu. Je trouve que aussi la distance un peu dystopique de la chose est bien gérée, parce que c'est pas dans notre présent, mais c'est pas non plus hyper loin, et on est vraiment en huis clos dans cet appartement. Voilà, et on est vraiment en huis clos, on n'en sort jamais. Et après, le film prend vraiment une dimension que je trouve intéressante dans la fin. En tout cas, je trouvais ça très stimulant pour aller vraiment vers de l'art contemporain quasiment. C'est-à-dire que de plus en plus, ça devient de plus en plus abstrait, de moins en moins lisible en termes de narration. Et du coup, moi, je trouve de très très beau. Enfin, il y a des séquences que je trouve vraiment plastiquement vraiment splendides. Et il y a des séquences parfois que je trouve un peu rebutantes et un peu ratées, et en même temps je trouve ça du coup un peu comme une partie de l'art contemporain en fait hyper intéressante, parce que t'es vraiment renvoyé à tes préconceptions et à tes goûts. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que ça plaira pas à tout le monde du tout, mais en fait j'ai vu un objet vraiment un peu atypique dont je comprends pas trop pourquoi il était en salle comme ça, enfin ni comment il a été construit, avec quels moyens. Enfin, j'étais assez interpellé, et du coup ça m'a pas mal plu, parce que je pense que des trucs de ce genre-là on n'en voit vraiment pas passer beaucoup, quoi. Oui. Ça ressemble à la version arty de la comédie romantique qu'on avait adorée avec Alban, la comédie romantique de confinement avec Pablo Poli. Ah oui, ils sont enfermés en huis clos dans un appartement. Mais version art contemporain. Elle était déjà chelou, cette comédie romantique, parce qu'il y avait le twist final, moi quand même. Oui, elle était rude, mais elle était assez rude. Donc voilà, et si vous allez voir effectivement Else, je pense que tu l'as assez bien décrit, vous savez ce que vous allez voir. Moi je suis pas sûre d'avoir envie d'en dire du mal, parce que c'est un petit film. C'est un peu, ça fait 1700 entrées première semaine, tu vois, ça sert à rien de le défendre. Voilà, donc si vous êtes curieux, ça reste du genre français, donc il y en a pas tant. Vous pouvez aller voir Else, et on va terminer évidemment avec la carte blanche de la semaine. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Valentin, je crois que tu reviens de vacances et que c'était pas ouf. Tu m'as vraiment mal lancé, bravo. Non, en fait, je voulais démarrer avec ce constat qui est que j'ai des obsessions. Quand je commence à m'intéresser à quelque chose, ça peut durer un peu longtemps, quelles que soient un peu trop les conditions. Aussi, étant en vacances durant ce printemps, j'ai décidé que c'était le bon moment pour m'intéresser à un sujet qui détend, à un sujet léger et fun, c'est-à-dire l'énergie nucléaire. Et pour être exact, j'ai lu d'abord un bouquin qui s'appelle La Supplication, qui a été publié par Svetlana Alexievitch en 97, et pour lequel notamment elle va gagner ensuite le prix Nobel de littérature. Et je voulais justement en parler parce que je voulais le recommander. Il s'agit vraiment d'une série absolument hallucinante de témoignages de survivants en Biélorussie. Et cette lecture m'a amené ensuite à creuser la question du nucléaire au cinéma et dans les séries. J'ai commencé évidemment par Tchernobyl, qui est donc la série britannico-américaine de Craig Mazin sortie en 2019. Et là, il y a deux questions un peu esthétiques qui ont surgi. D'abord, comment est-ce qu'on raconte visuellement quelque chose qui est proprement invisible ? Le nucléaire, par définition, ça se passe au niveau de l'atome. Ça désagrège les corps au niveau des cellules. Alors, comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour représenter une radiation? Et Tchernobyl joue avec la réalité des blessures les plus spectaculaires. Quand il remonte dans le temps, en fait, on se rend compte qu'il y a eu quand on remonte dans le temps, on se rend compte qu'il y a eu deux leviers pour représenter cet invisible ailleurs que dans cette série. En fait, la première solution, ça a été d'absenter le moment de l'explosion. Donc le nucléaire n'a pas existé au cinéma à proprement parler pendant longtemps. Toute la période, parfois même de la radioactivité est absente. On démarre quand tout est fini. Donc c'est la technique principale jusque dans les années 60, notamment aux États-Unis où ce sont des séries B et Z principalement qui traitent de la question, mais aussi en France avec Malville, qui est un film qui est sorti en 81, où les personnages sont dans une cave au moment où ça explose, donc c'est assez pratique.
Puis le deuxième levier, c'est d'user de métaphores, évidemment, plutôt qu'une radiation. On va préférer une invasion d'araignées ou encore un monstre gigantesque venu de la mer. Et là, vous avez sûrement compris que je veux parler de notre vieux pote Godzilla qui arrive en 54 sur les écrans japonais. En bref, le nucléaire force à des stratagèmes d'écriture que je trouve intéressants et que j'ai pas beaucoup le temps de développer plus, mais dans chaque film, il y a des dispositifs de ce genre. Puis ensuite, il y a la question une autre question qui m'est venue devant Tchernobyl, c'est celle de la véracité historique, parce qu'en fait, la série dispose d'une qualité d'écriture, de mise en scène, d'un sérieux, d'un accueil critique aussi qui lui a conféré une sorte d'autorité pour raconter ce qui s'était vraiment passé dans la centrale ukrainienne. Or, sa conclusion, entre autres, c'est que c'est une catastrophe soviétique due au manquement des hommes et au défaut de conception et surtout au vice du système politique. Or, c'est un peu rapide quand on sait que la Pennsylvanie aurait pu être rayée de la carte en 79 après l'accident de Three Mile Islands et que la France a évité 2 catastrophes en 69 et en 80, des catastrophes assez similaires à Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher. Donc, on va un peu vite, mais je trouve que c'est hyper intéressant de constater en tout cas que le cinéma, et là je vais reprendre les mots de l'historien Marc Ferraud, joue le rôle d'agent de l'histoire dans ce domaine du nucléaire, c'est-à-dire qu'il documente, mais aussi il promeut activement une version de l'histoire. Et c'est très vrai avec ce sujet qui est donc épidermique, on se rend compte de la manière dont il soutient des discours officiels ou au contraire devient un symbole de dénonciation. Je pense évidemment à Dr Folamour en pleine crise des missiles à Cuba, mais il y a aussi la jetée de Chris Marker, il y a le syndrome chinois de James Bridges qui est à peu près dans les années 70 il me semble. Et puis même un court-métrage de Jean-Luc Godard qui s'appelle Le Nouveau Monde, qui est sorti en 63 et que j'ai regardé, qui est assez chelou, donc je vous le conseille aussi. Dernier point qui me fascine par ailleurs avec le nucléaire, c'est son côté évidemment apocalyptique. C'est la fin du monde la plus plausible, en tout cas ça l'était ces dernières décennies. L'atome nourrit un fantasme d'anéantissement que je trouve hyper cinématographique, évidemment. Et là, la référence absolue pour moi, c'est Point limite de Sidney Lumet, où justement une erreur humaine va précipiter l'échange de missiles et la catastrophe sans que personne ne l'ait décidé. Et sans surprise, le cinéma japonais, de son côté, a beaucoup moins cherché à se faire peur, parce que Godzilla, c'est aussi une manière de mettre à distance les choses en les incarnant. Et puis quand on cherche ailleurs, chez Akira Kurosawa, on a Vivre avec la peur, qui est un drame social. Même chose chez Shohei Imamura avec Pluie noire, qui lui représente vraiment factuellement les scènes, mais qui aussi ancre ça dans une histoire familiale. Même plus récemment, dans le The Land of Hope de Sion Sono, où on resitue quand même bien plus volontiers le nucléaire dans un contexte social. On le fantasme beaucoup moins comme destruction de la civilisation. Mais dans ce côté eschatologique, je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'il y a toujours la possibilité d'une table rase et que c'est vraiment une ouverture vers la créativité absolue, quoi. Après l'accident, on peut redémarrer de zéro. C'est une source infinie d'histoires et de paraboles qui peuvent être d'ailleurs sombres ou lumineuses. Le versant lumineux, ce serait par exemple Le monde, la chair et le diable de Ranald McDougall, que j'ai pas vu mais qui est sorti en 59 et qui met en scène dans sa dernière scène la formation d'un couple interracial, message assez fort envoyé à l'Amérique raciste. Et puis le versant sombre, ce serait peut-être mon film préféré de toute la sélection, c'est La bombe d'Alan Watkins, qui est une reconstitution semi-documentaire commandée par la BBC sur les ravages du nucléaire si des missiles tombaient sur le Royaume-Uni. Je vous invite à aller le regarder, c'est 48 minutes d'horreur absolue et ça vous résume quand même pas mal de choses et pas mal de questions créatives que j'ai pu du coup développer depuis le début. Eh ben merci beaucoup, et j'étais en train de penser qu'il y a aussi la saison 2 de 24 heures chrono dans laquelle c'est une menace nucléaire et on a un personnage qui se fait irradier. Il y a des centaines de séries. On voit évoluer au sein des 24 heures sur son évolution. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout sachez que vous pouvez venir nous voir en direct à 19h30 à l'Entrepôt Paris 14e. Le 18 juin. Le 18 juin, j'ai pas dit ? J'ai dit la semaine prochaine, mais peut-être le les gens... Le 18 juin, le mercredi 18 juin. Bonne soirée ou bonne journée.